Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. En ce samedi, il est 17 h, vous noterez notre ponctualité et celle de monsieur Apparu puisque nous vous avions donné rendez-vous précisément à 17 h pour un bilan d'année, monsieur Apparu, sur la politique locale qui a pu être menée au titre de l'année 2025. Et puis on l'a dit dans les présentations de cette interview que vous nous accordez, c'est aussi ce dernier bilan de mandature. L'avenir nous dira la suite, mais en tout cas le dernier bilan de cette mandature, ça sera aussi l'occasion de revenir sur 6 années de politique locale. On est avec Adriana qui nous rejoint pour la première fois sur ce type de live et ce bilan. Adriana qui regarde de très près les commentaires que vous pouvez mettre sur le live. C'est la façon dont vous allez pouvoir interagir avec nous et guider un petit peu le contenu de l'entretien qu'on pourra avoir avec Monsieur Apparu, bien qu'on ait déjà... Et je vois que vous avez sérieusement préparé cette rencontre vous aussi, bien qu'on ait déjà un certain nombre de questions qu'on va aborder ensemble sur l'attractivité du territoire, sur les finances locales, l'environnement, la circulation, l'accès à la santé et tout un tas d'autres questions. Monsieur Apparu, merci de nous accorder votre confiance pour cet entretien. Comment allez-vous ? Toujours bien, et vous ? Ben écoutez, ça va toujours bien, malgré, on l'a dit tout à l'heure, quelques difficultés sur le live qu'on a pu rencontré hier, et je vous prie de bien vouloir nous excuser puisqu'on a été obligé de ne pas le laisser en ligne puisque nous n'avions malheureusement pas de son. Et merci de votre compréhension. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu pas mal de difficultés, celle-là. Et puis en off, vous avez raconté une anecdote tout à l'heure assez drôle, où vous tendiez le micro à la députée, mais votre caméraman s'était déjà barré, si je comprends bien. Vous avez tout compris, effectivement. J'ai bien compris. Madame la et donc le caméraman, là, il est devant moi, il est derrière sa caméra, il est en train de sourire. J'imagine qu'il rougit un peu, mais bon. Madame la députée, si vous me regardez, excusez-le. Excusez-nous, et je ne manquerai pas de vous tendre le micro sur le marché de Noël si on vous croise d'ici la fin de l'année. On va commencer, Monsieur Apparu, si vous le voulez bien, sur un bilan général avant qu'on attaque un petit peu plus en profondeur sur les thèmes que je vous ai présentés. Ma première question, ça serait déjà de vous demander quel regard global vous portez sur cette année à la mairie de Châlons. Un regard plutôt positif. Je crois qu'on a essayé de poursuivre un grand nombre de projets et qu'un certain nombre se concrétisent. Je vais vous en citer quelques-uns. On a, alors le bâtiment ne vous dira rien, j'imagine, l'acronyme l'INSPE vous dira pas grand-chose, mais vous voyez peut-être entre les Jarres et le boulevard Victor Hugo, vous avez un bâtiment qui est appelé ex-IUFM, ex-INSPE, ex-École Normale. En gros, là où on formait les instituteurs et les institutrices, les professeurs des écoles, comme on dit aujourd'hui. Et ce bâtiment-là, ça faisait 4-5 ans que c'était une quasi-friche sur lequel on essayait de pousser un projet hôtelier. Et là, ça voit enfin le jour. Le conseil départemental a désigné un lauréat à son appel à candidature, à son appel à projet. Et donc, on aura, dans les années qui viennent, un hôtel 4 étoiles qui s'installera sur ce bâtiment-là, ce qui est pour nous un élément majeur pour l'attractivité évidemment globale de la ville, c'est une certitude. Et puis pour ce coin particulier de territoire, parce que quand vous voyez ce bâtiment-là, il est vraiment au fond du Grand Jard, il borde complètement le Grand Jard, et donc redonner de la vie à cet espace-là, ça va redonner un souffle évidemment au centre-ville. L'ouverture sur le centre-ville, l'ouverture sur les Jarres. Donc c'est super intéressant d'avoir un bâtiment de cette nature d'activité économique qui s'installe à cet endroit-là. Donc ça, par exemple, c'est un très beau projet qui se déroulera sur cette année. Il y a d'autres éléments. La fin du réseau de chaleur. Il est maintenant totalement en service sur l'ensemble du territoire. Donc sur l'angle environnemental, cette fois-ci, c'est quelque chose de évidemment très positif. Qui a engendré des travaux quand même sur plusieurs années. Alors, je vous rappelle effectivement qu'on a fait plein de phases, parce qu'il y avait d'abord une phase qui était sur la rive droite, puis une phase sur la rive gauche. Maintenant, l'ensemble du réseau de chaleur est en total fonctionnement. Et ça, c'est une très bonne chose sur le plan environnemental. Je vais y arriver. Et donc oui, c'est un super projet qui se déroule cette année. Et puis, on a là encore des belles choses qui se font. On a appris il y a quelques jours l'installation de 2 nouveaux médecins sur le territoire chalonnais qui s'installeront rue Grande Étape. Et je crois que les rendez-vous sur une plateforme bien connue
pour ceux qui veulent prendre rendez-vous chez le médecin, sont déjà ouverts et que dès le 1er janvier, ces médecins seront installés. Et donc là, c'est une très belle réalité parce que on sait tous, et vous allez évidemment m'interroger là-dessus, que les questions de santé sont difficiles, que l'accès aux soins devient de plus en plus compliqué. Et donc avoir de nouveaux médecins, c'est une très bonne chose. Donc on a effectivement plein de choses qui se sont déroulées sur l'année 25 et qui sont positives pour le territoire. Ça fait partie des plus grandes réussites. C'était une des questions de ce fil conducteur sur la politique de la ville. À l'inverse, quels ont été les grands défis ou les obstacles qui ont pu être rencontrés sur cette année? Il y a toujours plein d'obstacles sur un territoire comme les nôtres, mais dans les grands défis de l'année, par exemple, quelque chose qui est passé peut-être un peu inaperçu, mais qui a été majeur, c'est la construction de ce qu'on appelle l'administration unique. On ne se rend pas bien compte des choses, mais vous vous rappelez peut-être que dans nos organisations administratives, nous avions la comité d'agglomération, avec 300 collaborateurs, et puis la ville de Châlons, avec 900 collaborateurs. Évidemment, nous gardons ces deux institutions-là, la ville d'un côté, avec son budget et ses compétences, l'agglo de l'autre, avec son budget et ses compétences, mais on a fait ce qu'on appelle l'administration unique, c'est qu'on a fusionné les deux administrations. Donc on a pris, si je fais une comparaison avec le privé, une entreprise de 300 personnes, une entreprise de 900 personnes, pour en faire une de 1200 personnes. Et donc c'est un travail considérable qui a été abattu depuis 5 ans par l'ensemble des équipes de la ville et de l'agglo pour construire un nouvel organigramme, un nouveau fonctionnement, pour rassembler des équipes, les équipes éducation de la ville, les équipes éducation de l'agglo, etc., etc. Tout ça pour que, en gros, on améliore évidemment le service qui sera rendu aux citoyens. Et donc, c'est un projet qui est de très très grande ampleur, dont on a peu parlé, et c'est normal, parce que c'est quelque part des questions de boutique, mais c'est une très belle réussite que nous avons depuis 25, puisque ça a été mis en place au 1er janvier 2025. Et donc là, maintenant, on vit sous cette administration unique depuis une dizaine de mois, donc c'est une très 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 belle réussite. Dans un nouveau lieu aussi? Alors, vous avez raison, dans un nouveau lieu. Là, c'est pas encore le cas, puisqu'on n'a pas encore déménagé tout le monde. Nous aménageons effectivement le site de Chanzy. Alors, en gros, la ville et l'agglo ont plein de bâtiments. Donc notre objectif, c'est de rationaliser les choses. C'est de supprimer des bâtiments. Évidemment, le siège actuel de la comité d'agglomération. Et puis des services annexes de la ville pour rassembler tout le monde sur un seul bâtiment. Donc on économise des mètres carrés d'un côté, et puis de l'autre, on investit un nouveau lieu qui est le bâtiment principal du quartier, de l'ex-quartier militaire dit Chanzy. Donc ce bâtiment est en cours de travaux et les collaborateurs devraient rentrer dedans dans les mois qui viennent. Et du coup, on va avoir deux bâtiments majeurs. Ce bâtiment ici, l'hôtel de ville, et puis le bâtiment de Chanzy. L'idée, c'est que le bâtiment de l'hôtel de ville soit ce qu'on appelle le front office. Donc là où, pour la ville, pour l'agglo, pour toutes les démarches administratives, les concitoyens se rendent. Et puis le back office, là où tous les services sont, qui seront à Chanzy. Donc en gros, dans la vie quotidienne des Chalonnaises et des Chalonnais, ils se rendront toujours ici. Pour toutes les démarches, alors qu'avant il y avait plein de lieux où on faisait des démarches différentes. Donc là, c'est une vraie amélioration de la qualité du service qu'on rend à nos concitoyens. Et puis nos équipes, elles, travailleront sur Chanzy. Ça fait parfaitement la transition avec le premier point qui était sur les finances locales. Ouais. Je vais faire un détour par une des questions justement qui nous a été posée par l'un de nos abonnés, qui nous demande, et ça fait partie finalement avec ce qu'on vient de se dire sur le quartier Chanzy, qui nous demande véritablement ce que la ville a pu mettre en place depuis le départ des militaires, on le sait, il y a un certain nombre d'années. Parmi les dispositifs qui ont pu être mis en place, on le sait, il y a eu le CRSD, dont le quartier Chanzy a bénéficié, si je ne me trompe pas, et qui aujourd'hui est un quartier qui rassemble un certain nombre d'administrations. On a aussi des fonctionnaires du ministère des Finances qui sont là-bas. On a l'INGRAP qui s'est installé. On a le musée du cirque qui s'installera demain là-bas, une maison d'accueil spécialisée. Un de nos abonnés nous a demandé finalement comment avait été utilisé l'argent qui s'élevait à quelques 70 millions d'euros, je crois. Pour une estimation de 200 et quelques millions aujourd'hui de retombées économiques
Et vous nous avez dit lors de précédents entretiens que finalement, au niveau démographique et économique, le départ des militaires avait été aujourd'hui absorbé. Alors, pour rappel, c'est en 2015 que nous apprenons le départ du dernier régiment qui était présent à Châlons. Et puis en même temps, il faut se souvenir du double choc. Le transfert de la préfecture de région de Châlons vers Strasbourg quand les grandes régions ont été créées et que la Champagne-Ardenne a disparu. Ça a été donc un double choc pour Châlons. Ce choc-là, il a été amorti par un contrat que nous avons passé avec l'État, où l'État a mis 30 millions d'euros sur la table. 30. Bon. Et puis nous, le département, la région, on a accompagné ces 30 millions de 40 millions de plus pour un total de 70 millions d'euros d'argent public investi. La vocation de ce contrat était d'abord et avant tout une vocation économique. Accompagner l'arrivée de nouvelles activités économiques ou le développement d'activités économiques déjà présentes sur le territoire pour nous permettre de compenser le départ des militaires et de la préfecture de région. Ce qui a été le cas notamment avec l'entreprise Siliceo. Par exemple. Voilà. Bon. Et donc d'autres entreprises, puisque au total, ce sont 1332, pour être très précis. On a évidemment un décompte très précis des choses. 1332 emplois qui ont été créés grâce à cet outil du CRSD. Et donc c'est pas une compensation évidemment totale. Parce que c'est 1000 militaires qui étaient partis, parce que. Donc on a ces 1000, voilà, leurs enfants. C'est plein de choses comme ça, et puis c'était l'identité de Châlons. Enfin, donc c'était des éléments évidemment économiques, mais aussi sur ce qu'était l'identité du territoire. Mais bon, c'est 1332 emplois qui ont été accompagnés grâce à ce CRSD. Et au-delà de ça, c'est aussi de la rénovation de quartier qu'on a pu faire. On a financé une grande partie des travaux du centre-ville via ce CRSD. Et donc, il y a plein d'éléments qui nous ont permis d'accompagner tout ça. À côté de ça, on a mené un travail auprès des ministères, donc en plus du CRSD, pour leur dire, bon, vous nous avez supprimé la préfecture de région, vous nous avez supprimé les îles militaires, ce serait peut-être bien qu'on essaie de négocier des compensations avec de l'arrivée d'autres activités des services publics. Et donc, on a eu la réinstallation de l'INRAP, avec les équipes de l'INRAP qui étaient sur Châlons, qui sont restées sur Châlons, mais les équipes de l'INRAP qui étaient ailleurs sur le département, qui ont intégré le nouveau site à Chanzy de l'INRAP. Et puis, on a eu des discussions avec Bercy, le ministère des Finances, et puis avec Beauvau, le ministère de l'Intérieur, pour avoir l'installation de nouvelles administrations sur le territoire. Et donc on a eu ce qu'on appelle une déconcentration, c'est-à-dire des services qui étaient à Paris, qui sont venus à Châlons, des services des finances publiques, d'un côté, et puis de l'autre, un service qui s'appelle l'ANDV, l'Agence nationale des données du voyage, qui sont des équipes qui ont été créées après les attentats qui ont traversé et endeuillé la France au milieu des années 2000. Et on a créé avec ça, enfin l'État a créé une agence qui était installée à Roissy, qui quelque part assure la surveillance des transports aujourd'hui aériens, demain maritimes, peut-être demain ferroviaires. Donc en gros, qui achète un billet d'avion, d'où il part, où il arrive, pour qu'on essaie de contrôler quelque part un peu tout ça. Et cette agence qui était installée à Roissy s'est installée maintenant à Châlons. C'est, je crois, 80 emplois aujourd'hui, devraient monter autour de 120 qui sont installés sur un des bâtiments de Chanzy. Donc on a eu cet accompagnement de l'État pour nous aider à passer le trou d'air économique qu'a représenté le départ des militaires et de la préfecture de région. Sur ce quartier Chanzy, toujours, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours le rétablissement du service militaire sous une autre forme. Est-ce que l'on pourrait imaginer, et plusieurs milliards d'euros qui vont être investis, notamment pour permettre l'accueil de ces jeunes qui s'engageront dans l'armée. Est-ce que l'on peut imaginer à terme que des bâtiments qui ont été inutilisés depuis un certain nombre d'années sur des villes comme Châlons retrouvent une utilité, une utilisation pour l'armée? Sur Chanzy, non. Ouais, parce que Chanzy, on a déjà tout occupé. Donc en gros, il n'y a plus de place à Chanzy, donc on ne pourra pas réaccueillir, et tant mieux, on ne pourra pas réaccueillir sur Chanzy des militaires. La question pourrait se poser
sur Corbeano, et on va évidemment être avec Jacques Gesson et Lise Magnier très très attentifs au développement de ce nouveau service militaire. Un point quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une différence majeure entre le service militaire que nous avons connu. Moi, je l'ai fait. Peut-être certains autour de la table l'ont fait. D'autres peut-être un peu moins, un peu plus jeunes peut-être. Voilà. Bon, peut-être dans la limite. Ou peut-être dans la limite. Bon, donc moi, quand j'ai fait mon service militaire, il y avait des régiments complets d'appelés du contingent. Et donc, c'était 1000 appelés du contingent dans le même régiment, et puis un encadrement d'une cinquantaine, d'une centaine de militaires dits de carrière. Là, le modèle va être radicalement différent. Le modèle, c'est d'avoir des volontaires, d'avoir 3000 au début, et puis 50 000, je crois, en vitesse de croisière. Donc, on n'est strictement rien à voir avec les 600, 700 000, ce que représente une génération complète. Et ces jeunes seront intégrés dans des régiments déjà existants. Ils vont s'intégrer à un régiment. Ce ne sera pas un régiment avec que des appelés du contingent. On va avoir un régiment professionnel, par exemple le 48e régiment d'artillerie de FIP, qui va accueillir X dizaines de jeunes en son sein. Et donc, on va regarder, mais on ne va pas reconstituer en tant que tel des casernes d'appelés du contingent. On va les insérer dans des régiments existants pour qu'ils viennent en soutien aux régiments existants. Très bien. Merci. En tout cas, de ce que j'ai compris du projet. Bon. D'un point de vue plutôt pragmatique, au crépuscule de cette année 2025, comment se portent les finances de la ville ? Bien. Est-ce que les prévisions sont plutôt conformes ? Alors, on a depuis maintenant de très 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 nombreuses années, on porte une attention très forte au bon état de nos finances publiques. On connaît tous le débat national, je ne vais pas le refaire. La France a une dette qui augmente, des déficits qui augmentent, etc., etc. Nous, à Chalon, c'est exactement l'inverse. Notre dette, elle baisse, on n'a pas de déficit, et on peut donc investir plus. Notre schéma est de dire, on a des dépenses du quotidien, elles sont importantes, grosso modo 70 millions d'euros par an, et puis il faut qu'on réalise le maximum de bénéfices dans ces dépenses de fonctionnement, parce que c'est ces bénéfices qui nous permettent derrière d'investir. Et donc, plus on réalise un bénéfice, même s'il ne s'appelle pas comme ça dans notre jargon administratif, ça s'appelle un autofinancement, plus ça c'est important, plus ça nous permet derrière d'investir. Et donc, il faut retenir des chiffres. En gros, il y a une dizaine d'années, on investissait 14-15 millions d'euros par an. Maintenant, on investit une vingtaine de millions d'euros par an, 22 pour l'année 26, mais on investit une vingtaine de millions d'euros par an. Donc on a pu développer, avoir plus de sous pour investir, et l'investissement est essentiel parce que c'est ça qui nous permet de créer de l'attractivité, de créer du développement économique, de créer pour préparer l'avenir. Et donc on a baissé notre dette. Cet autofinancement est très largement supérieur à ce qu'il était il y a une dizaine d'années, et on investit beaucoup plus tous les ans, et le tout sans avoir augmenté les impôts depuis près d'une vingtaine d'années. Et ça, on en est très fiers. On voit plein de villes qui ont augmenté les impôts ces dernières années en argumentant du fait de la perte de la taxe d'habitation ou des ponctions de l'État. On a eu les mêmes pertes de taxe d'habitation, les mêmes ponctions de l'État. On a augmenté 0 impôt à Chalon ces dernières années, et on est très fiers de ce résultat-là. Ce qui veut dire que le contexte économique, notamment l'inflation et l'augmentation du coût de l'énergie, n'a pas nécessairement donné lieu à des arbitrages sur la politique de la ville et sur les choix financiers qui ont pu être faits ? Si, mais on a absorbé tout ça. Parce que justement, on gérait plutôt bien les choses. On a pu absorber tout ça. Et puis, on a fait des investissements nous permettant de limiter la casse. En gros, quand vous faites le réseau de chaleur, le réseau de chaleur bénéficie évidemment aux Chalonnaises et aux Chalonnais. Mais il bénéficie à nous aussi. Quand on branche la piscine, quand on branche nos écoles, quand on branche, etc., quand on branche tout ça sur le réseau de chaleur, c'est autant d'économie d'énergie pour la ville. Et donc, si vous avez une augmentation du prix de l'énergie, mais parallèlement à ça, que nous, avec le réseau de chaleur, on arrive à baisser nos besoins énergétiques, on a une facture qui baisse. Et puis avec Connect Chalon, vous vous rappelez peut-être de ce projet-là, qui est un très gros projet, une trentaine de millions d'euros qui sont investis, qu'est-ce qu'on fait ?
En gros, on essaie de mettre des capteurs un peu partout. Et puis, on met un énorme coup d'accélérateur sur le changement de l'éclairage public. Habituellement, on mettait grosso modo 1 million par an sur l'éclairage public. Et donc, on a fait un calcul en disant, voilà, on met 1 million par an. Ben, sur 15 ans, ça fait donc 15 millions d'euros. Ces 15 millions d'euros, on ne va pas les investir sur 15 ans, on va les investir sur 3-4 ans. En changeant tous nos candélabres. Et en ayant évidemment des candélabres beaucoup plus économes en énergie que dans le passé. Ça veut dire que ça a plusieurs conséquences. Un, c'est bon pour l'environnement parce qu'on est beaucoup plus économe sur le plan énergétique. Puis c'est le bon pour nos finances publiques parce que si on consomme moins, ça nous coûte moins cher. Alors des compromis aussi par rapport à l'éclairage public, c'est souvent de se poser la question s'il est allumé toute la nuit et qui permet de garantir en quelque sorte la sécurité des habitants, ou si effectivement on doit se positionner plutôt sur un regard économique à choisir des périodes où l'éclairage public est éteint, au risque effectivement de favoriser une certaine forme de délinquance. Ce choix, on a pu le faire. C'est l'avantage. Pourquoi ? Parce que avec ce projet d'E-Connect Châlons, nous avons donc changé tous les candélabres. Et maintenant, ces candélabres, on peut les piloter à distance. En gros, on a ce qu'on appelle un hyperviseur avec des dizaines de caméras, des dizaines d'écrans qui nous permettent de piloter à distance plein de choses. Et notamment les feux tricolores et notamment l'éclairage public. Comme je l'ai dit, on a changé tous nos candélabres. On n'a pas tout fini puisqu'on doit être à 70% de changement, mais on est en train de changer tous nos candélabres. En prévision, c'est l'intégralité des candélabres qui sont changés. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Quant au lendemain de la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte qu'on risquait en fin d'année 22-23, en France, de manquer d'énergie. L'État, à juste titre, nous a demandé de serrer les boulons et faire des économies d'énergie. Donc on a décidé de couper la lumière la nuit pour faire ces économies d'énergie et être sûr qu'on ne soit pas en surchauffe, notamment hivernale. Quand je dis en surchauffe en hiver, en consommation, bien évidemment, c'est comme ça qu'ils veulent. Donc on a éteint. Bon. Et au passage, on réalisait pas mal d'économies en éteignant. Là, comme on a changé nos candélabres, ça nous permet de réallumer les candélabres la nuit, mais de pouvoir le faire de façon plus intelligente. En gros, on n'a peut-être pas besoin de mettre la même intensité lumineuse de 18h à 23h ou après 23h. Et donc, avant, c'était tout ou rien, parce qu'on ne savait pas piloter automatiquement ces outils-là. Maintenant, on peut les piloter de façon automatique. On peut avoir des intensités lumineuses différentes le soir et la nuit. Et puis, on peut aussi, et c'est ce que nous faisons, rallumer, ce qu'on vient de faire depuis quelques semaines, rallumer en dépensant moins d'argent. C'est un bénéfice complet pour tout le monde. Là encore, c'est un bénéfice sur le plan environnemental, c'est un bénéfice pour les finances publiques. Et on a pu rallumer la nuit. Et donc, c'est évidemment une bonne chose, potentiellement pour la sécurité, parce que il y avait une inquiétude par rapport à ça, des gens qui avaient un peu la trouille, parce que c'est vrai que une jeune femme, un jeune homme, ou moins jeune d'ailleurs. Ça peut être aussi sur la sécurité routière. Qui se balade la nuit et qui se dit putain la rue elle est toute noire, ça me fout la trouille. Ça crée ce qu'on appelle ce sentiment d'insécurité. Alors on a noté quand même qu'on n'avait pas eu une augmentation des faits d'insécurité liés à un éclairage supprimé. Il n'y a pas eu de fait supplémentaire. Mais l'augmentation du sentiment. Mais l'augmentation du sentiment était bien réelle. Donc là, on rallume la nuit, c'est rallumé maintenant la nuit, sans surcoût, parce qu'on a changé, comme on l'évoquait tout à l'heure, tous les candélabres. On a une question sur les finances. Vous nous avez dit que jusqu'à présent, les impôts sur la ville de Châlons n'avaient pas été augmentés. Ouais. On a monsieur Moncuy, c'est ça Adriana ? Monsieur Gérard Moncuy qui nous demande si vous avez l'intention, en 2026, d'augmenter la taxe foncière. Pas du tout. Nous n'avons aucune intention en la matière. On est en train d'examiner le budget. On a fait au conseil municipal, il y a une semaine, 10 jours, je crois, ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Le budget sera voté au mois de décembre. Il n'est pas prévu d'augmentation d'impôts pour 26. Donc non. Et puis, vous savez, quand on prépare un budget, on ne le prépare pas pour l'année suivante.
On le prépare évidemment pour l'année suivante, mais on se donne ce qu'on appelle des prospectives financières. Et donc on a une programmation pluriannuelle de nos investissements, et la nôtre, on la construit jusqu'en 2035. Donc on se donne 10 ans devant nous pour que, quand on fait une dépense aujourd'hui, par exemple le musée du cirque, ben on soit sûr qu'elle soit finançable pour les 10 ans qui viennent. Et qu'on soit sûr que dans 8 ans, les dépenses qu'on engage aujourd'hui ne nous obligent pas à augmenter les impôts. Et donc ça nous permet, cette perspective financière, de se dire, OK, dans les 10 ans qui viennent, voilà tout ce qu'on va faire. Est-ce que ça passe à impôt constant? Est-ce que ça passe à dette constante ou à dette qui baisse? Et on adapte les choses avec ça. Parce que nos drivers, quand on construit cette PPI à 2035, c'est de dire, hors de question d'augmenter les impôts, hors de question d'augmenter la dette. Donc voilà la somme d'argent, si on n'augmente pas les impôts, si on n'augmente pas la dette dont on dispose, eh ben on dépense ça et pas plus. Ce qui veut dire aussi, du coup, que si ces prévisions, elles se font sur 10 ans, elles se font pas sur une mandature, mais elles se font bien dans un esprit de continuité de politique locale. En fait, ce serait irresponsable de notre part de dire on crame la caisse maintenant. Et tant pis pour ceux qui Et arriveront tant derrière. pis pour ceux qui arriveront derrière. Ce serait pas bien. Enfin, moralement, ce serait vraiment quelque chose de détestable de mon point de vue. Et c'est la raison pour laquelle on se projette à très long terme pour qu'effectivement on soit certain que si nous on se dit OK, on dépense 20 millions d'euros d'investissement par an, que ce soit quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Là encore, ce serait facile de se dire allez, je refais toutes les écoles, toutes les routes, je fais tout de suite. Tout le monde est content maintenant et c'est parfait pour les élections. Et puis dans 5 ans, on peut plus faire pareil, on peut plus faire de projets, et puis les équipes qui suivent n'ont plus la capacité d'investissement, ce serait pas sérieux, pas raisonnable. Et là encore, c'est une question de, me semble-t-il, morale. Ce serait pas bien, tout simplement. Et donc nous, on fait attention à ça, et on se dit, ok, on fait tant de routes par an, tant des cours d'école par an, donc on fait les quartiers Schmitt, on fait le quartier du Verbeau, on fait le quartier de la Bidée, on fait le cirque, on fait tout ça. Est-ce que tout ça, ça rentre sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, et en se projetant en 2035. Je pense que vous avez répondu. En tout cas, aux questions qui nous ont été posées, on a pu, je pense, aborder ce volet qui était sur les finances. On va passer, si vous le voulez bien, au thème suivant, les grands projets et l'aménagement du territoire. Quels sont les grands projets qui ont avancé cette année? Vous nous avez notamment parlé du réseau de chaleur. Je vais faire une transition par rapport à ce réseau. Ouais. À quel moment on pourra vraiment mesurer les impacts et savoir si ce réseau de chaleur apporte la satisfaction et répond aux exigences qui avaient été imaginées au départ? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce réseau de chaleur, il est maintenant en service. Donc on peut le faire. Et aujourd'hui, nous pouvons mesurer, et on le publiera, vous avez raison, ce serait intéressant de le faire, mais on le fait déjà, je pense, on publiera les consommations d'énergie sur Châlons pour qu'on mesure bien les économies qui sont faites. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une économie du chauffage de 10 000 logements. 10 000 logements, l'équivalent de 10 000 logements. Donc c'est des très gros volumes. Alors après, derrière, tout ça se mesure en mégawattheures, donc c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est pas des données que nous avons l'habitude les uns et les autres de traiter. Et donc on a une très forte économie d'énergie qui est faite. Et ce qui est important, mais ce qui est plus important, c'est pas ça. Ce qui est plus important dans ce réseau de chaleur, c'est que on économise du carbone. Oui. C'est ça le sujet le plus important. Quand vous avez l'hôpital de Châlons, qui était chauffé au fioul, vous aviez une chaudière et on brûlait du fioul. Et brûler du fioul, c'est émettre des émissions de carbone dans l'atmosphère, et c'est donc contribuer au réchauffement climatique. C'est une histoire de compromis. Tout aussi. le monde sait qu'effectivement, la cause principale du réchauffement climatique, ce sont les émissions de carbone, et donc c'est le chauffage. C'est la consommation de chauffage que nous avons à la maison, celle de l'hôpital, celle de où vous voulez. Et c'est ça qui génère des émissions de gaz carbonique et donc qui contribue au réchauffement climatique. Là, ce qu'on fait, c'est que on utilise ce qu'on appelle une chaleur fatale pour chauffer les bâtiments. Donc on économise tout le carbone qu'il y avait par exemple dans le fioul qui était utilisé pour chauffer l'hôpital et on le remplace par une chaleur qui est verte,
qui est décarboné, et donc il n'émet plus de gaz à effet de serre, et donc il ne contribue plus au réchauffement climatique. Donc ça, évidemment, une valeur économique, c'est important, mais la valeur essentielle de ce réseau de chaleur, c'est pas ça. La valeur essentielle du réseau de chaleur, c'est qu'on contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, et c'est la principale action avec la plantation des arbres que nous avons faite en matière environnementale. Je pense qu'on a répondu déjà à une partie des questions qui venaient plus tard. Sûrement. Sur ce volet environnement, quel a été le grand projet qui a avancé cette année? Je pense effectivement que c'est le projet dont on vient de parler. Ouais, notamment, puis il y en a d'autres. Il y a tous les travaux du quartier Chanzy qui avancent à grande vitesse. Il y a derrière le bâtiment principal qui est en cours de travaux, le parking qui est quasiment terminé. Il y a évidemment l'accueil, comme on l'évoquait tout à l'heure, des agents des services publics qui sont installés à Châlons. Et puis il y a des travaux dans les quartiers qui ont avancé. On a inauguré la place Jean-Louis Levaux, quartier dit des Corallines à la Bidée, qui est une nouvelle place majeure de ce quartier de la rive gauche, qui change assez radicalement la vie. Notre idée étant de connecter, je ne sais pas si vous connaissez bien la rive gauche, mais vous avez un parc au fond de la Bidée. Et ce parc, on essaie de le raccrocher au reste du territoire. Il est aujourd'hui très enclavé. On peut y rentrer par l'avenue de Paris, on peut y rentrer par le haut de la Bidée, mais c'est des petites entrées, et donc c'est un parc, on va dire, qui se fait très discret, alors qu'il est grand. Ben, l'idée, c'est de faire rentrer ce parc-là pour qu'il devienne le cœur de la Bidée, et que on transforme en gros les immeubles des Corallines en un parc urbain, avec une place au milieu. On a déjà inauguré la place, donc on a fait la moitié du boulot. C'est déjà un changement important sur la Bidée pour transformer assez massivement ce quartier-là. À l'inverse, est-ce qu'il y a des projets qui ont été ralentis ou revus à la baisse au cours de cette année 2025? Alors, quasiment pas. En tout cas, rien pour des questions financières ou budgétaires. Il y a un dossier qui n'avance pas bien du tout. C'est le dossier qui est juste derrière nous de la place Foch. Vous avez peut-être en tête que nous avons racheté un certain nombre d'immeubles sur la place Foch pour continuer là encore à rénover le centre-ville de Châlons. On a acheté 5 immeubles place Foch et là, c'est un peu au point mort parce que on a décidé de mettre le pied sur le frein parce que le coût de réhabilitation de ces immeubles nous paraît trop élevé et donc ça nous paraît pas raisonnable de dépenser 5-6 000 euros du mètre carré pour rénover les immeubles en question. C'est trop cher par rapport à ce que devrait être le marché, parce que ces immeubles sont très compliqués à rénover, parce qu'on est sur une place classée, et donc comme on a une place classée, les demandes qui sont faites par ceux qui protègent le patrimoine, et ils ont raison de protéger le patrimoine, sont très importantes, mais renchérissent le coût de l'opération. Et donc, on a mis ça en stand-by pour se poser d'autres questions. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour que ce soit beaucoup moins coûteux, justement pour les finances publiques? Parce que là encore, il faut qu'on fasse attention à la dépense publique. Et là, ça nous est apparu trop de dépenses publiques pour ce projet-là. Donc, on l'a mis pour l'instant en attente. Sans pour autant renoncer à en faire quelque chose, parce que j'imagine que dans les commentaires qui vont arriver, certains vont dire ça a été acheté et finalement on se rend compte qu'on ne peut pas en faire ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que pour l'instant c'est suspendu le temps qu'il y ait d'autres réflexions qui soient menées. Il se passera quoi qu'il arrive quelque chose. Et aujourd'hui on est propriétaire d'un actif, donc on n'est pas propriétaire de vent. On est propriétaire d'immeubles. Bien sûr. Donc au pire demain, on revend les immeubles et donc on se rembourse entre guillemets de ce qu'on a dépensé. Mais c'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est de se dire qu'il faut qu'on remette ces immeubles sur le marché après avoir été transformés pour redynamiser encore la place Foch, pour y remettre de l'activité au rez-de-chaussée des immeubles en question et pour y remettre des logements à disposition des Châlonnaises et des Châlonnais dans les étages. C'est ça le projet. Mais il faut qu'on arrive à le faire avec une dépense publique qui soit acceptable, raisonnable. Et on trouve que le coût pour l'instant de cette opération est trop important. Donc on va évidemment
la réfléchir de façon différente pour aboutir à un résultat qu'on espère identique. Et peut-être que ce sera un poil moins joli que ce qu'on avait imaginé, mais en tout état de cause, on mènera évidemment à son terme cette opération, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, pour l'instant, elle est en stand-by. On va faire un détour par les questions, parce que vous voyez là, Adriana, les petits papiers, plein de petits papiers. Donc les quasi-post-it sont en train de s'entasser. Les quasi-post-it sont en train de s'entasser. Donc on vous a dit, quand vous annoncez hier qu'on faisait ce bilan avec Monsieur Apparu, que vous pourrez agir. On a différentes questions. Je vais le reprendre, mais une déjà à laquelle vous avez répondu, le temps que Adriana nous note ses petits papiers. Sabine Servat qui nous demande effectivement que est-ce que les bâtiments du 402e RA vont-ils être utilisés après l'annonce d'Emmanuel Macron sur le service militaire? Sabine, on y est revenu. On lit votre question, mais effectivement on a répondu à ce point-là. On a Gérard Moncuy aussi qui nous a déjà posé une question tout à l'heure, qui nous demande où en est le projet de construction d'une prison à Châlons. Voilà. Alors, il y a effectivement 7-8 ans, je crois, avait été annoncé un projet de prison à Châlons, pour être très précis, ce qu'on appelle une SAS, donc en fait qui est un service d'accompagnement à la sortie des prisonniers. Et donc ce projet est toujours dans les cartons, entre guillemets, de l'administration pénitentiaire. Il est toujours en cours. J'imagine que ça verra le jour, allez, on va dire probablement en 2028. Mais pas sur la place Foch. Non, sans lien avec ce qu'on vient de se dire. Je vous confirme que ce ne sera pas place Foch. Je vous confirme que ça n'aura évidemment pas lieu là. Et donc ce projet est toujours valable. C'est un projet qui peut nous ramener une centaine d'emplois. Donc c'est une très bonne chose pour le territoire. Et donc ouais, j'espère 2028. Mais je me prononcerai assez peu sur ce sujet-là, puisque je viens de prendre la direction générale de la Pige, qui est une filiale du ministère de la Justice, qui est une société qui en fait a pour métier de construire toutes les prisons et tous les palais de justice en France et en métropole et outre-mer. Et donc je me déporte, comme on dit, de ce type de dossier-là. Mais le projet est toujours vivant. On a Chantal Aubry qui nous demande, et on est juste en face de cette rue, la rue de Marne. On voit souvent, très souvent, dans les commentaires et dans la presse, l'état de cette rue de Marne. Et c'est vrai que dès qu'on l'emprunte en voiture ou en vélo, parce que certains la prennent en vélo. C'est mon cas. Je sais bien, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est quand même une rue qui est plutôt dégradée. On va dire que c'est chaotique. On va dire exactement. Ça comme ça. La rue de Marne, il faut la refaire, il n'y a pas de débat. Et c'est pas un coût d'ailleurs démesuré de refaire la rue de Marne. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir terminé tous les travaux autour de la rue de Marne avant de refaire la rue de Marne. Les engins aussi, évidemment. Parce que si etc. on fait passer des camions, etc., on va, pardonnez-moi l'expression, mais gaspiller de l'argent à refaire une rue pour ensuite la dégrader avec ces camions-là. Donc on entame notamment tous les travaux qui sont sur la nouvelle rue, vous vous rappelez peut-être que nous avons créée, quand on part de l'ancienne poste, qui descend, traverse la rue de la Marne et qui va vers le quartier Saint-Dominique. On a créé cette nouvelle rue-là. Il y a des immeubles en construction. Absolument. C'est d'ailleurs, ça se termine, tant mieux. Et donc sur lequel on va, j'espère, avoir de nouveaux commerces pour réanimer la rue de Marne. Et puis là encore, des logements au-dessus. Une fois qu'on a terminé ça, on lancera la rue de Marne. Elle est programmée, si je dis pas de bêtises, dans ce qu'on appelait notre plan pluriannuel des investissements de tout à l'heure. Elle doit être programmée pour 2027, si mes souvenirs sont bons. Enfin, lancer les études, comme on dit, en 2027. Donc ça va évidemment être fait. Il faut faire la rue de Marne. Mais là encore, si on veut faire les choses de façon rationnelle, il faut le faire au bon moment. Le faire juste avant d'autres gros travaux, c'est prendre le risque d'avoir un vieillissement prématuré de la rue et de se dire qu'une rue qui doit durer 20, 25 ans, si vous faites passer trop de 30 tonnes dessus, mécaniquement, elle marche moins bien et beaucoup moins longtemps. Donc il y a un peu de côté gaspillage. Donc on se dit qu'on le fera après les travaux, pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Vous avez répondu à Chantal Aubry sur cette question de la rue de Marne. On a aussi évidemment Isabelle Marie Vaudeville qui nous dit que de façon plus générale, on a effectivement des rues qui sont plutôt délabrées. C'est le cas notamment
à la Croix Jean-Robert, où elle nous dit qu'il y a certains endroits où il y a même plus de bitume sur les rues, et elle demande de façon très simple quand les routes seront-elles entretenues. Alors, on a une technique à Châlons, assez différente peut-être d'autres villes. On fait passer, tous les 10 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. En tout cas, on avait commencé ça. En 2015, on a fait passer un camion bardé de capteurs pour mesurer l'état de vétusté de nos routes. Puis on a refait passer le même camion cette année pour mesurer l'état de vétusté aujourd'hui de nos routes. Dans toutes les routes. Toutes les routes des Châlons. Bon. Et ça nous permet de faire une chose, c'est qu'en parallèle de ça, on regarde quel est le taux de passage par jour du nombre de véhicules, quelle est l'utilité de la route en question, quel est son usage. Est-ce que j'ai peu de voitures qui passent dessus ou beaucoup de voitures qui passent dessus? Et une fois que vous avez ces deux éléments-là, l'état de la route, permet de prioriser. Son utilisation, ça permet en gros de prioriser et d'objectiver les choses. Quand vous avez des centaines de kilomètres de voirie sur Châlons, et c'est légitime, tout le monde a plutôt envie que ce soit celle qui devant soit devant chez la soi, rue d'à côté. Plutôt celle que j'utilise que celle du voisin. C'est très compréhensible, et plutôt mon quartier que le quartier des autres. Nous, ce qu'on souhaite, c'est objectiver les choses. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup de véhicules et que c'est très vétuste, il faut que je le fasse. Si c'est vétuste mais qu'il y a très peu de voitures qui passent dedans, peut-être que c'est moins prioritaire. Donc ça nous permet de prioriser les choses. Ça veut dire que ça n'est pas nécessaire, mais c'est moins prioritaire. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire, ça veut dire que c'est moins prioritaire. Bon, c'est pas dans le même listing, si vous voulez, de priorité. Et on classe comme ça, par priorité, les quartiers. Ce que nous apprend l'étude que j'ai évoquée à l'instant, et qu'on a rendue publique bien évidemment, c'est que l'état des routes s'est amélioré entre il y a 10 ans et aujourd'hui, et de façon assez significative. On a passé les documents, donc on pourra évidemment vous le prouver. Là encore, c'est une étude qui a été faite par des cabinets extérieurs. Hein. C'est pas moi qui vous dis les routes sont bien meilleures. C'est un cabinet qui passe avec son camion, c'est factuel en gros, et qui nous dit voilà, vous avez tel pourcentage de routes en très mauvais état, tel pourcentage de routes en mauvais, tel pourcentage en bon état et tel pourcentage en très bon état. Tous les indicateurs se sont améliorés en la matière. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Et ça ne veut pas dire qu'à la Croix Jean-Robert, si je reprends le propos de notre interlocutrice, tout est parfait. Il ne doit peut-être pas y avoir non plus beaucoup de routes, comme elle l'évoque, où il n'y a plus de bitume. Il y a deux sujets qui sont importants à compléter. C'est qu'il y a quelques routes qui sont très compliquées à faire, parce qu'elles sont privées et qu'elles ne nous appartiennent pas. Et donc c'est aux copropriétaires de la rue de le faire. Et ça crée souvent des conflits avec nous. Parce qu'ils nous disent, pourquoi cette rue est parfaite? Pourquoi il n'y a pas de bitume? Pourquoi il y a des trous? Pourquoi? Et nous, on leur répond, mais désolé, c'est vous qui êtes propriétaire de la route. C'est pas nous. Et donc, c'est pas à nous de le faire, c'est à vous de le faire. Et pour eux, c'est très onéreux. Donc, c'est souvent un peu de débat un peu compliqué avec ça. Et puis, globalement, il faut avoir en tête que, on consacre grosso modo, je crois que c'est, 1,1 million d'euros par an pour faire les routes à Châlons. Plus ce qu'on appelle les grands projets. Et donc, globalement, c'est ce qu'on appelle les grands projets, c'est quand vous faites le Verbeau, ou Schmitz, ou la rive gauche, ou le centre-ville, et que vous refaites les rues, on ne compte pas dans le 1,1 million. Et globalement, on dépense à peu près 5 millions d'euros par an pour refaire les routes. Ça veut dire qu'il y a aussi quasiment tout le temps une partie de la voirie qui est refaite. Bien sûr. Évidemment. Quand vous faites, là en gros, vous avez ce qu'on appelle l'entretien courant. 1,1 million d'euros. Exemple, c'est ce qu'on fait, on vient de la livrer, Pattonne. Quand on livre Pattonne, on l'a fait en plusieurs tranches, et on a mis cet argent-là. Alors en l'occurrence, là c'est de l'agglomération, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais ça revient finalement à peu près au même. Donc on refait cette route-là. Bon. Puis quand vous refaites l'ensemble du quartier du Verbeau, vous faites toutes les routes, toutes les places publiques. Et donc évidemment, là vous mettez le paquet en un peu de temps sur un seul secteur, où là quasiment tout est neuf. C'est ce qu'on a fait sur le Verbeau, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années sur la rive gauche, sur une bonne partie de la rive gauche. C'est ce qu'on complète évidemment sur la rive gauche également, avec le quartier et l'opération des Corallines. C'est ce qu'on a fait juste derrière nous, sur l'ensemble de l'espace autour de Notre-Dame-en-Vaux. Donc là, il y a eu des gros travaux de voirie sur grande étape,
sur Léon Bourgeois, sur le rond-point Tissier, Et on en sur avait Notre-Dame parlé il y a un en Vaux, certain temps, parce etc., qu'effectivement, les commerçants... et les quais qui vont autour. avaient été- bien Voilà, sûr. donc les commerçants avaient été impactés pendant les travaux, bien évidemment, mais du coup maintenant, tout est beau, tout est neuf, et donc ça fait partie évidemment des travaux de voirie qui sont faits aussi. Une dernière question, et puis on reprendra le fil. On a Gérard qui nous pose beaucoup de questions. Vous y avez répondu tout à l'heure, mais on va revenir sur le sujet. Gérard Moncuy demande simplement pourquoi vous ne faites pas une ouverture entre la place Foch et l'église Saint-Alpin, parce que tout ça est classé. Alors, c'est une question intéressante parce que c'est un débat qu'on a eu entre nous. Et il y a un certain nombre de personnes qui étaient favorables à ce que on détruise les 5 immeubles qui sont là et qu'on ouvre effectivement la place Foch sur le côté de Saint-Alpin. Il y a d'ailleurs un petit passage Bien sûr. qui permettrait de rentrer dans Saint-Alpin. L'idée est assez séduisante. J'avoue que moi, elle me séduit et que je la trouve plutôt séduisante. Mais il y a un gros mais, c'est que la place Foch est une place qui est classée. Dans le cadre de l'ensemble de la perspective d'ailleurs, qui remonte sur la rue de Marne vers la gare, et cette place elle est classée comme étant une place carrée. Si ne vous le sera plus. supprimez l'immeuble, la classe carrée, elle n'y est plus, donc on n'aura jamais l'autorisation de le faire. Donc moi, sur le plan urbain, je suis assez séduit, mais juridiquement, on ne pourra jamais le faire, parce que la place est classée. Et le classement, c'est toujours embêtant, parce que du coup, on se dit, j'ai envie de faire ça, etc. Donc le classement est embêtant. Mais c'est vrai que sur le long terme, les classements, c'est aussi ce qui nous permet d'éviter la bétonisation. C'est aussi ce qui nous permet de faire, de garder la qualité d'un patrimoine. Ce qui permet aussi de faire éventuellement des îlots de verdure, mais ce qui nous permet aussi. Donc il faut trouver le bon équilibre entre, il faut changer une ville, il faut la transformer, il faut la faire bouger, mais il faut aussi garder son caractère patrimonial qui est intéressant. Monsieur Richard, n'oublie pas de poser cette question, mais ça viendra après. C'est pour ça que je ne la pose pas tout de suite, notamment sur l'accès aux associations des personnes à mobilité réduite. On posera la question tout à l'heure, puisque a priori Adriana me fait signe. On va y répondre. On va aborder les questions de développement économique et d'attractivité. Ça va faire le lien avec une question que nous a posée Monsieur Philippe Leclerc. Quelles actions ont été menées pour soutenir le commerce de proximité et revitaliser le centre-ville? Alors, on a engagé un très gros projet sur le centre-ville. En gros, tout se résume pas à des questions d'argent, mais ça permet quand même de se donner des échelles. On aura dépensé 100 millions d'euros sur le centre-ville. 100 millions d'euros sur le centre-ville. Donc c'est des gros sous. Sur quelle période? Alors sur une période assez longue, sur une petite dizaine d'années, un peu moins, on aura dépensé en gros entre 2016 et aujourd'hui, donc 10 ans, une centaine de millions d'euros. Bon. Donc c'est des très grosses sommes d'argent. Pour faire quoi? Pour refaire la place de la République, pour refaire la place Monseigneur Tissier qu'on évoquait tout à l'heure. Monseigneur Tissier, c'est un peu plus de 10 millions d'euros. Donc c'est très vite beaucoup de sous. Pour acheter des immeubles et les transformer. C'est une action qu'on a faite. Alors certaines opérations ne sont pas abouties comme la place Foch, mais en tout on a acheté 27 immeubles pour effectivement les retaper complètement, remettre des commerces au rez-de-chaussée. Vos collègues de l'Union, par exemple, vous vous rappelez de l'ancien siège de l'Union, on l'a retapé. Voilà, donc on a plein de choses comme ça qu'on a faites pour relancer le centre-ville. Il y a eu le percement de la rue qu'on évoquait tout à l'heure. Bref, il y a le marché couvert. Il y a plein de choses qui sont encore en cours ou qui sont terminées, qui ont permis de changer assez radicalement le centre-ville de Châlons et de le rendre, je crois en tout cas, beaucoup plus dynamique. Ce que nous constatons là encore, ce sont des faits, c'est que le taux de vacances, c'est-à-dire le nombre de cellules commerciales vides, a été divisé par 2. C'est-à-dire que nous avions un taux de vacances des commerces de centre-ville qui était autour de 15%, qui est aujourd'hui autour de 7%. Alors ça varie souvent, parce que vous avez un jour un immeuble, un commerce qui ferme, qui réouvre, etc. Mais en tout cas, sur le long terme, ça va beaucoup mieux. Et là encore, ce sont des faits que je peux vous délivrer. Et donc, les choses de ce point de vue-là vont beaucoup mieux. Mais on continue à le faire. Et on a, grosso modo, on aide les commerces soit à s'installer, par des subventions. Effectivement. Voilà, donc on a des subventions pour l'aide au commerce, on a des subventions pour les structures associatives ou les commerces qui font de l'animation.
aussi. Et donc on travaille dans deux directions principales, de l'argent pour aider les commerces à se transformer, soit ceux qui existent qui font les travaux, soit de nouveaux qui s'installent, et puis de l'argent pour qu'on ait de l'activité humaine qui se développe. Quand vous faites le marché de Noël, quand vous faites l'ensemble des événements qui se créent régulièrement sur le centre-ville de Châlons, et il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus, ça participe à ramener des gens en centre-ville, pour ramener des consommateurs en centre-ville, et donc remplir les commerces. J'ouvre une parenthèse et on va revenir sur Ouvrez les vacances donc votre parenthèse. de bâtiments ou de cellules, mais je voudrais que celles et ceux qui nous regardent, et Adriana se fera la porte-parole des commentaires qui pourront être publiés. L'îlot, la réflexion de l'îlot qui est juste derrière nous, face à la collégiale, a effectivement en son temps suscité beaucoup de réactions. Ça a perturbé les commerçants à cet endroit-là, ça a chamboulé la circulation. Il y avait une place Tissier, un rond-point qui était différent de celui qu'il y a aujourd'hui. Ça a été parfois critiqué. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez, vous, dans les commentaires, nous dire comment est-ce que vous percevez cet îlot, maintenant que c'est complètement fini. J'ai oublié de citer d'ailleurs le cloître de Notre-Dame, le musée du cloître, qui a été retourné, refait avec une très belle place, qui nous a permis de reconnecter aussi le quai à l'arrière de Notre-Dame, pour qu'on puisse complètement tourner autour de Notre-Dame. Donc effectivement, un très beau projet aussi. Alors je vous invite dans les commentaires, effectivement, et puis Adriana, je compte sur toi pour nous dire un petit peu... et moi je vous invite à aller visiter le musée du cloître. Absolument, on est très belle réalisation. Il y a pas très longtemps, effectivement, le visiter. Ça serait peut-être l'occasion aussi qu'on y fasse un reportage. Et dites-nous dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez cet îlot maintenant que les travaux sont complètement terminés. On parlait de vacances de cellules, on a une galerie commerciale juste à côté de nous. On voit très régulièrement aussi dans les commentaires, et d'ailleurs il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, il suffit de se promener en centre-ville pour s'en apercevoir. Il y a de nombreuses cellules qui sont vides dans cette galerie commerciale. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire surtout. Alors, premier point, nous, ce qu'on peut faire. Ici, vous êtes dans le bureau du maire, vous êtes à l'hôtel de ville, siège social de la mairie de Châlons. La mairie de Châlons a des compétences, donc il y a des choses qu'on peut faire. Mais nous ne sommes pas un commerçant. Et donc, c'est pas nous qui allons installer des commerces, c'est pas notre métier. Et il faut pas que ça le devienne. Ce qu'on peut faire, c'est aider les commerçants à s'installer. Mais on n'est pas commerçant en tant que tel, c'est pas nous qui créons les commerces, c'est pas nous qui allons ouvrir une boutique de fringues ou une surface alimentaire ou de l'équipement à la personne ou à la maison. C'est pas nous qui, en tant que tel, créons les commerces. Ce sont les entrepreneurs, les professionnels qui créent des commerces. Et donc c'est vous qui pouvez créer une activité économique et commerciale, mais c'est pas la mairie qui peut le faire. Nous, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait, c'est accompagner ceux qui portent un projet de développement économique et commercial à le faire. Et on y met, grosso modo, si je prends les chiffres depuis 2021, donc à la fin du CRSD, une fois qu'on a fini le CRSD, on a développé de nouvelles aides au commerce et on a dépensé grosso modo 600 000 € d'accompagnement pour les commerçants en question. Ce qu'on peut faire, c'est ça. La galerie, nous n'en sommes pas propriétaires. La galerie est propriétaire d'une société privée, et donc c'est elle qui attire des commerçants en son sein. La meilleure chose qu'on peut faire pour aider le commerce de centre-ville, c'est de consommer en centre-ville. Et donc c'est une responsabilité individuelle et collective. La part collective, c'est celle qu'on assume nous, c'est racheter des immeubles pour remettre des surfaces commerciales, c'est ce qu'on fait, et ensuite on donne au privé, on loue au privé les commerces en question. C'est faire des animations, le développement du marché de Noël, de l'ensemble des animations que nous faisons pour faire venir du monde en centre-ville. Et puis c'est aussi une responsabilité individuelle que les uns et les autres, on consomme en centre-ville. Et c'est vrai qu'on a tous, et c'est naturel, des facilités à consommer en périphérie, c'est plus simple. Sur Internet. De consommer, évidemment, avec cette machine-là, avec notre téléphone les uns les autres, de consommer sur Internet. Et on a une explosion de la consommation sur Internet. Et donc, c'est très bien parce que ça nous facilite la vie. Mais l'argent que vous dépensez en périphérie pour acheter une couette, acheter une serviette, acheter vos courses alimentaires, l'argent que vous dépensez via votre téléphone portable pour acheter les mêmes choses, cet argent-là, c'est du chiffre d'affaires en moins
pour les commerçants du centre-ville. Et donc, il y a une responsabilité collective, la nôtre, aider les commerces à s'installer et à se développer. Et puis surtout, il y a aussi, enfin c'est pas surtout, mais il y a à du concurrence une responsabilité individuelle qui est de consommer en centre-ville. Et donc moi j'appelle les uns et les autres à venir sur le marché pour consommer en centre-ville, à venir au marché de Noël pour consommer en centre-ville, à aller dans les commerces du centre-ville pour consommer en centre-ville. Et nous, comme on l'évoquait, on peut aider. Et les aides qu'on fait, c'est acheter des immeubles pour relancer des commerces, c'est accompagner des commerçants pour faire des travaux et renouveler un peu leurs bâtiments. Et puis, c'est d'autres actions, comme les chèques cadeaux par exemple, où on sponsorise, entre guillemets, la consommation en centre-ville en bonifiant de la dépense que peuvent faire les uns et les autres, à condition qu'ils consomment en centre-ville. Merci. Mais de rien. On parlait de cellules et de vacances, je pense que alors c'est un vaste sujet effectivement, mais ça a tout son intérêt. On a Julien Batti qui nous pose une question et c'est vrai que on a vu et pas simplement à Châlons, mais dans de très nombreuses villes, pardon. Les barbeurs, voilà, ce qu'on appelle les barbeurs. Il y en a un petit peu partout en ville. C'est vrai qu'on l'a vu. Je vois que certains peuvent être des consommateurs voilà, autour de la table. Pas du tout. Et c'est pas à Adriana que je m'adresse, en l'occurrence. Plutôt à vous. Non, laissez ma barbe tranquille, monsieur Apparu, je vous en prie. Mais effectivement, on l'a eu dans les commentaires quand on a Je suis préparé. pas barbeur, mais j'ai peut-être trouvé un non, petit mais ciseau. vous embêtez On va pas. pouvoir trouver un petit ciseau pour qu'on s'amuse un peu. Non, mais vous embêtez pas et ne vous laissez pas encourager par Augustin qui nous regarde et qui suit de très près ce live. Effectivement, on l'a vu dans les commentaires, il y a des barbeurs qui sont aujourd'hui partout. Alors évidemment, moi je respecte les professions de chacun et l'idée n'est pas de faire dire des choses qu'on ne souhaite pas, mais on a des commerces qui sont effectivement ouverts tous les jours, qui sont ouverts les dimanches quand d'autres ont des obligations de fermeture. Est-ce que ce n'est pas non plus aussi l'implantation de ces commerces-là qui ralentissent le commerce dans les centres-villes? C'est très compliqué. À réguler? Non. Enfin, oui, à réguler, bien sûr, mais ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir peut-être un peu de cohérence intellectuelle. Si je comprends bien, d'un côté, il n'y a pas assez de commerce, mais ce commerce-là, il n'est pas bien, celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il n'est pas bien, et celui-là, il n'est pas bien. Il y a un moment, il faut qu'on essaie effectivement d'avoir de la cohérence par rapport à tout ça. On ne peut pas vouloir un centre-ville dynamique, mais dire, les assureurs, c'est pas bien, les banques, c'est pas bien, les barbeurs, c'est pas bien, et puis l'ouverture de tel commerce qui est assez proche du mien, c'est pas bien, et puis. Il y a un moment, il faut de la cohérence par rapport à tout ça. Et donc, pardonnez-moi, mais nous sommes dans un pays à économie de marché. Je suis plutôt quelqu'un libéral, plutôt quelqu'un de droite. La libre entreprise, ça existe, et si quelqu'un veut créer un commerce, il crée un commerce, et c'est pas à moi, ni à quiconque, de dire voilà ce qu'il faut pas. Ensuite, et c'est un autre débat qui est intéressant, il y a des règles nationales. Il y a des réglementations nationales qui font que pour telle ou telle profession, vous avez des obligations réglementaires. Exemple, pour être coiffeur, vous devez être titulaire de tel diplôme. Et si j'ai bien compris les choses, pour être barbeur, alors que c'est à peu près la même chose, mais une dénomination différente, l'exigence de diplôme n'est pas la même. Si vous n'utilisez pas du chimie en quelque sorte, et si vous donc n'avez ça, pas de couleur, pour moi, c'est effectivement des réglementations nationales. C'est au national de le régler, parce qu'il y a un certain nombre de professions qui sont réglementées, d'autres qui le sont moins. C'est au national de le régler. Mais nous, on n'a pas à se mêler de tel commerce ouvre ou tel commerce n'ouvre pas. Il y a eu des tendances, on nous a dit il y a trop de kebab, il y a trop de ci, il y a trop de ça, etc. Et puis en même temps, on veut plus de commerce. Ce sont des effets, il y a des périodes où c'est des parfumeurs, c'est des opticiens, c'est des kebabs, c'est des barbeurs. Ça a été les vendeurs de téléphones portables, et puis ça a été les vendeurs de e-cigarettes. Des bazars. Il y a plein de choses qui sont des effets de mode et des effets de tendance. Certains réussissent pas. Et à chaque fois, on a à peu près le même type de débat, contre. Moi, je suis pour l'ouverture de commerce. Je suis pour que ça se développe. Effectivement, de temps en temps, c'est bien. De temps en temps, c'est un peu moins bien. De temps en temps, je préfère un autre type de commerce que celui qui s'installe à tel endroit. Mais là encore, de la cohérence, ça fait du bien.
Si on veut moins de vacances, si on veut plus de monde en centre-ville, il faut plus de commerçants. Et on ne peut pas commencer à dire tel commerçant c'est bien, tel commerçant c'est pas bien. Merci d'avoir répondu. Je vous En en prie. tout cas, Julien Baptiste, sur cette question, on va parler d'urbanisme, de mobilité, de cadre de Ouais. vie. Mobilité douce, déjà, pour commencer, quels aménagements, comment progresse la politique de la ville en faveur de mobilité douce, verte? Alors, sur la mobilité douce, on a un sujet principal, c'est évidemment celui du développement des pistes cyclables. Et donc, on a derrière nous des dizaines de kilomètres de pistes cyclables qui ont été ouvertes. La dernière en date, je l'ai citée, c'est celle de l'avenue Pattonne, qui permet de rejoindre en fait entre le centre-ville de Châlons et l'activité économique qui est du côté notamment de la zone de Châlons, Saint-Martin, qui nous permet effectivement de relier par une piste cyclable ces deux parties, ces concentrations assez importantes, et donc il nous fallait faire cette piste cyclable-là. Ensuite, il y a le développement des mobilités douces qui sont souvent un peu plus complexes dans certains cas de figure. Je pense notamment aux trottinettes. Bird marche très bien, donc on a ces trottinettes mises à disposition de qui veut. Le service marche très bien. Alors il génère des conflits d'usage parce que on a des rues, des trottoirs, on a plusieurs types de véhicules qui circulent sur ces rues et ces trottoirs, et donc il faut qu'on règle les conflits d'usage. Typiquement, la semaine dernière, avec la préfecture, et la semaine d'avant, avec une association, on a organisé des journées de sensibilisation au bon usage de la trottinette. Et puis on demande à nos policiers municipaux de verbaliser ceux qui roulent là où il ne faut pas rouler, ou ceux qui roulent trop vite en trottinette, parce que ça peut être dangereux. Mais c'est voilà, le développement. On voit malheureusement très régulièrement des accidents qui impliquent des trottinettes, et je faisais le parallèle tout à l'heure quand on parlait d'éclairage public. Notamment, je prenais pour exemple l'avenue de Paris, Ouais. qui jusqu'à très dernièrement n'était pas éclairée et qui est effectivement dangereuse quand il y a des trottinettes sur cet axe routier. Qui n'était pas éclairé, peut-être précisons les choses. C'était éclairé jusqu'à 23 heures, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, 23 heures. Donc il y avait de la lumière quand 99% des gens utilisent cet axe. Ce type d'axe. Et puis c'était effectivement en pleine nuit qu'on avait supprimé la lumière. Bon. Et puis ces mobilités douces, normalement, quand je respecte les règles, je dois avoir des phares à l'avant et à l'arrière, etc., etc. Je suis visible. Voilà. Bon, donc je suis visible et ça me permet de voir. Donc là encore, il faut toujours nuancer un peu les choses. Et puis, il se trouve qu'on a remis l'éclairage en question, donc ça va régler cette question-là. Moi, je veux insister sur un point qui est très simple. Un peu de morale, ça fait du bien de temps en temps. Et il faut peut-être retrouver des valeurs morales. Je pense notamment à ce qu'on appelle le civisme, qui est une valeur sûrement oubliée, et que les individualismes ont des uns et des autres, y compris le mien bien sûr, ont peut-être laissé partir ces valeurs morales qui sont essentielles. Il y a un truc qui s'appelle vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est par exemple partager l'espace public. L'espace public, il est fait pour des voitures, il est fait pour des bus, il est fait pour des vélos, il est fait pour des trottinettes, il est fait pour des piétons. Et si on pouvait juste essayer de se respecter un tout petit peu plus les uns les autres, et quand je conduis mon vélo, ma trottinette, ma bagnole, quand je suis piéton, je fais attention. Je suis le premier à faire ces bêtises-là, à être sur mon téléphone portable quand je traverse une rue, etc., etc. Mais voilà, c'est juste se dire que pensons à l'autre. Et c'est peut-être avec des petites choses aussi simples que ça qu'on pourra régler une grande partie des choses. Quand il y a une règle, si on pouvait essayer de la respecter, c'est pas plus mal. Et quand on dit qu'effectivement les vélos, les trottinettes doivent être sur la rue et pas sur le trottoir, c'est pas très compliqué à respecter comme règle. Quand on dit qu'une trottinette doit pas aller à plus de tant de kilomètres à l'heure, c'est pas très compliqué comme règle à respecter. Se partage. Et pareil pour la bagnole, quand on dit qu'en centre-ville, parce qu'on les a abaissés, c'est 30 km/h, c'est vrai que si je roule à 40, je vais gagner au moins 12 secondes sur mon parcours. Peut-être qu'effectivement, je peux perdre ces 12 secondes-là pour faire moins de prendre de risques aux autres. Et donc nous, effectivement, on demande aux policiers municipaux de serrer les boulons et de regarder tout ça. Mais là encore, on dépenserait beaucoup moins d'argent public, on vivrait tous mieux, il y aurait moins d'engueulades entre les uns et les autres si tous, simplement, on pensait à se dire, l'espace public, il n'est pas comme moi, il est à tout le monde.
Ils se partagent. Ils se partagent. Effectivement. J'aimerais, avant qu'on puisse continuer, que Sabine Serva, qui nous a posé une question sur les bâtiments du Général Sarrail, puisse mettre un commentaire qu'Adriana nous partagera, puisque j'aimerais que vous puissiez un petit peu préciser la question que vous aviez envie de poser à Monsieur Apparu. Concernant toujours l'urbanisme et la voiture dont on vient de parler, Ouais. le stationnement. Il y a des villes qui choisissent que le stationnement soit gratuit tout le temps partout. Il y a des villes qui choisissent d'avoir du stationnement gratuit à certains endroits et à certains moments et payant à d'autres. Pourquoi à Châlons ça se passe comme ça et pas autrement? Et puis on a, alors ça va faire le lien avec la question que nous a posée Freddy Labillois qui nous dit pour consommer en ville, remettez les parkings gratuits en ville, il y aura plus de monde. Alors, notre objectif, c'est qu'effectivement, il y ait plus de monde en ville. Pour qu'il y ait plus de monde en ville, il faut qu'il y ait que les gens, les consommateurs, puissent se garer. Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. Peut-être pas avec la solution qu'il préconise. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait plus de voitures, il faut que je puisse me garer. Et là, on a ce qu'on appelle le problème des voitures dites ventouses, c'est-à-dire le type qui pose sa voiture à 9h du matin et qui la quitte à 20h. Si le stationnement est gratuit, Et parfois à 20h, pas le même jour. et pas le même jour. Donc si j'ai du stationnement gratuit, ben en gros, tous les gens qui travaillent en centre-ville et beaucoup de gens qui viennent consommer en centre-ville ben, vont poser leur bagnole à 8h, la retirer à 20h, et vous allez bloquer, figer complètement le stationnement en centre-ville. Et si on met du parking payant, c'est pas pour que ça nous rapporte de l'argent, ça nous rapporte quasiment rien. C'est la question que j'allais poser. Ça C'est nous pas coûte tellement pour même des générer sous. des recettes, Ça nous coûte des sous. c'est plutôt pour réguler le stationnement. Oui, parce que ça nous coûte des sous, le parking payant, contrairement à ce qu'on pense. D'accord. Parce qu'il faut entretenir les parkings, parce qu'on met des heures de gratuité pour plein de choses. Donc ça nous rapporte pas un copec. C'est pas ça qui fait vivre la ville du tout. Mais si on met le parking payant, c'est pour assurer la rotation des véhicules. Là encore, si vous voulez tuer un centre-ville, vous mettez du parking gratuit. Parce que le parking gratuit, et c'est normal. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent en centre-ville, ben, ils vont poser leur bagnole parce que c'est gratuit. Quand ils arrivent au boulot, ils vont la reprendre le soir en partant, et plus personne ne pourra stationner. Et ceux qui ont Et donc, envie d'aller place de la République pour consommer, eh ben, pourront plus ils le vont faire. pas pouvoir Et se donc, garer. en gros, le parking payant, il est fait pour ça. Alors, on le régule, le parking payant, puisqu'on est plutôt dans les cas de ville que vous évoquiez, dans le cas de la ville où on a des heures gratuites. C'est le cas entre midi et 2h. C'est le cas évidemment le soir après 19h. Et puis, vous avez surtout une heure gratuite qui est offerte aux consommateurs, en se disant justement que, en gros, ben, quand je viens consommer, j'ai mon heure gratuite. Si j'arrive à juste avant midi, ben, je vais aussi profiter du midi entre midi et 2h, etc., etc. Et donc, du coup, ça permet, pour peu de sous, de rester une heure ou deux en centre-ville, et donc, là encore, de pouvoir faire mes courses en centre-ville. Et puis, vous avez des parkings qui sont pas très chers, hein. Je pense au parking de la Galerie d'Hôtel de Ville, sur lequel il y a beaucoup de place. Et donc, il faut trouver cet équilibre-là qui est pas simple entre la gratuité totale serait une erreur fondamentale pour le centre-ville. Ça tuerait le centre-ville. Et puis, il faut de l'autre côté qu'on ait suffisamment de souplesse pour que ça coûte pas trop cher de stationner au centre-ville. C'est une sorte de compromis. Comme toujours. Sécurité, tranquillité publique, on Ouais. entend les cloches derrière, ça fait déjà un petit peu plus d'une heure que l'on échange, mais on a déjà abordé un grand nombre de sujets qui me paraissaient nécessaires. Aujourd'hui, à la fin de cette année 2025, quel bilan est-ce que vous tirez des actions menées en matière de sécurité? Alors, il y a quelques très grands sujets de préoccupation au quotidien des Chalonnaises et des Chalonnais. Il y a la question de la santé, il y a la question de la sécurité que vous évoquez à l'instant. Ces questions, il faut bien l'avoir en tête, et j'essaie pas de me défausser en disant ça, c'est pas la responsabilité principale de la ville. C'est d'abord et avant tout la responsabilité de l'État. Et premier élément important, nous travaillons très bien avec l'État. La police nationale, la police municipale, la procureure de la République, on s'entend tous très bien. Et on a ce qu'on appelle une réunion mensuelle de sécurité que j'ai instituée, que je tiens. Tous les mois, on réunit les bailleurs sociaux, le transport public,
la procureure de la République, la police nationale, la police municipale, pour balayer l'ensemble des sujets de sécurité, pour coordonner l'action des uns et des autres. Et c'est un outil indispensable pour effectivement qu'on essaie de piloter au mieux les questions de sécurité à Châlons. Deuxième élément, nous avons recruté plus de policiers municipaux pour assurer, là encore, une meilleure sécurité pour les Chalonnaises et les Chalonnais. On les a armés, ce qui n'était pas le cas avant, pour qu'ils aient évidemment des capacités d'intervention et notamment de défense d'eux-mêmes supérieures à ce qu'elles étaient avant. Et puis, on a installé des caméras de vidéosurveillance en grand nombre à Châlons. Hein. La seule ville de Châlons, c'est grosso modo 150 caméras. Quand je dis la seule ville de Châlons, c'est qu'il faut rajouter celle de la préfecture, il y en a quelques-unes. Il faut rajouter celle des transports publics, celle des bailleurs sociaux. Donc il y a en gros un volume de caméras très significatif à Châlons. Et puis on a créé, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce centre de supervision urbain, maintenant devenu un hyperviseur, mais peu importe, qui nous permet d'avoir un contrôle en temps réel de ce qui se passe. Donc on enregistre, bien sûr, mais on a aussi une capacité d'intervention directe, puisqu'on a des personnels qui sont devant les écrans en question pour essayer de regarder ce qui s'y passe. Donc on a très fortement musclé notre arsenal de sécurité pour assurer une meilleure protection des Chalonnais. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Est-ce qu'il faudra en faire plus? La réponse est évidemment oui, parce qu'il y a j'aime pas ce débat autour du sentiment de sécurité, de la sécurité, même si c'est un débat qui est réel, mais il y a un besoin de sécurité, il y a une demande de sécurité qui est faite par les Chalonnaises et par les Chalonnais, qu'ils ont besoin d'être tranquilles, et ils ont raison, qu'ils n'ont pas envie de se poser la question de savoir s'ils peuvent aller dans tel quartier ou pas dans tel quartier, qu'ils n'ont pas de questions à se poser sur est-ce que je sors, est-ce que je sors pas. Globalement, la ville de Châlons, de ce point de vue-là, est plutôt tenue, elle est plutôt en ordre, elle est plutôt sécurisée, mais effectivement, c'est une attention quotidienne que de pouvoir répondre à tout ça de façon un peu plus forte encore qu'aujourd'hui. Alors, honnêtement, hein, M. Apparu, on a vu effectivement dans les commentaires qu'on a eu entre hier et aujourd'hui, quand on a annoncé qu'on faisait ce bilan, on a eu un certain nombre de commentaires, effectivement, au travers desquels ce sentiment d'insécurité a été manifesté. On nous a parlé de certains endroits de Châlons, on nous a parlé du Jard ou des abords du Jard, effectivement, avec un sentiment d'insécurité. Je dis bien un sentiment d'insécurité, puisque je n'ai pas la possibilité, en tout cas moi, de l'affirmer ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte aux élus de Châlons sur ces Alors, comme ces je l'évoquais, on a cette réunion mensuelle de sécurité. Et cette réunion mensuelle de sécurité nous permet de balayer l'ensemble des quartiers, de balayer l'ensemble des faits, plus ou moins graves, qui se sont déroulés sur le territoire chalonnais dans le mois qui vient de s'écouler, et puis d'orienter les interventions notamment de la police municipale en fonction de ce qui a été évoqué et de ce qui s'est passé le mois précédent. Bon. Il n'y a pas à Châlons de zone de non-droit. Il n'y a pas des quartiers à Châlons qui sont, entre guillemets, interdits à la police, comme on peut avoir dans quelques grandes villes françaises. Il n'y a pas des quartiers qui sont tenus par les trafiquants de drogue et qui seraient interdits aux Chalonnaises ou interdits à la police ou interdits. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas à Châlons, et tant mieux. Et on fera tout, évidemment, pour éviter cette dérive qu'il peut y avoir dans telle ou telle ville, mais c'est pas le cas à Châlons. Ensuite, il y a effectivement des faits qui se sont déroulés sur les Jards et qui foutent la trouille derrière. Et qui, quand vous avez deux gamins qui sont dépouillés au Jard, ben vous traînez cette réputation d'aussi dangereux pendant très longtemps. La réalité des faits constatés sur les Jards, c'est que c'est pas une zone dangereuse, c'est que c'est pas une zone de non-droit, et qu'on peut se trimballer au Jard et aux abords du Jard sans difficulté aucune, sans dangerosité aucune. C'est ça la réalité. Sur les chiffres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actes de délinquance au Jard plus qu'ailleurs et de façon alarmante. Dans les faits que nous constatons, et là encore dans cette réunion de sécurité, tous les mois, on regarde ce qui se passe et on regarde les faits constatés mois après mois sur tel ou tel secteur de Châlons. Il n'y a pas de dangerosité particulière sur le truc. Mais par contre, là encore, j'insiste sur ce point-là, quand vous avez
celui qui m'écoute et dont le fils ou la fille s'est fait agresser, s'est fait embêter. Bien, monsieur Apparu, il est gentil, mais il est en train de me c'est prendre pas son gamin qui s'est fait agresser. Il est en train de me prendre pour un dingue. Bien sûr. En disant, il connaît pas le terrain, il connaît pas le territoire, etc., etc. Enfin, il n'est pas dans la vraie vie, parce qu'on a souvent cette image-là. Mais là encore, moi j'insiste sur ce plan-là. La réalité, c'est que il y a des faits qui se déroulent, qui génèrent effectivement une trouille pour les familles qui sont très fortes et qui sont pleinement légitimes. Nous, ce qu'on constate dans les faits qui se déroulent au quotidien dans les JAR, on n'a pas cette réalité-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et ça ne veut pas dire que malheureusement, ça n'arrivera pas demain ou après-demain. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si ensemble nous sortons ce soir et qu'on traverse les JAR, on n'a pas de risque. De façon générale, pas simplement sur cette année 2025, mais sur cette mandature, est-ce que les effectifs et les équipements de la police municipale ont évolué? Ouais. On le sait, depuis un certain nombre d'années, les policiers municipaux peuvent avoir l'arme létale. Quelle est la position de la ville de Châlons sur cette question-là et puis sur l'évolution des effectifs? Nous avons augmenté les effectifs de la police municipale. On a une brigade complète qui a été créée et qui nous permet effectivement d'avoir une présence de sécurité qui soit plus importante qu'elle ne l'était hier. Et donc, en gros, si je prends depuis une dizaine d'années, on a dû à peu près doubler les effectifs de la police municipale. Premier axe. Deuxième axe, vous l'avez évoqué, l'équipement de la police municipale. Nous avons fait le choix de doter les policiers municipaux chalonnais de l'arme létale. Ce n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Ce choix a été dicté principalement par la révolution sécuritaire qu'a engendré les attentats. Il y a juste 10 ans. Voilà, il y a 10 ans maintenant, les attentats du Bataclan, dont on vient de célébrer l'anniversaire, évidemment Charlie Hebdo avec une résonance particulière sur le territoire, et dans lesquels des policiers municipaux ont été malheureusement pris à partie et tués par les terroristes. Et à ce moment-là, on a changé de concept. Moi, j'ai changé. Je n'étais pas forcément favorable à l'armement des policiers municipaux avant. Je considère que c'était à la police nationale d'avoir cette partie des boulevards. Mais là, les missions ont évolué. La protection de nos policiers municipaux était essentielle. Et leur capacité à se défendre et à défendre, dans ces cas extrêmes, nos concitoyens, nécessitait, de mon point de vue, qu'ils soient dotés d'armes létales, ce qui a été le cas. Heureusement, jusqu'alors, ils n'ont jamais eu à utiliser cet armement, parce que là encore, les niveaux de risque sont évidemment pas, heureusement, Châlons a été préservé de ce risque attentat, et donc on n'a jamais eu à déplorer à ce qu'un de nos agents utilise son arme. Et puis il y a d'autres équipements qui sont à disposition des policiers municipaux et que là encore on a démultiplié. C'est les caméras que j'évoquais tout à l'heure, les 150 caméras. Il y a effectivement les caméras piétonnes aussi. Il y a les caméras, les 150 caméras, avec là encore un changement de philosophie. Pendant de très nombreuses années, ces caméras, c'était juste de l'enregistrement. Et donc, elles étaient utiles pour essayer de solutionner une affaire. Mais, comme il n'y avait personne devant, en temps réel, on ne pouvait pas interagir avec le terrain. Là, on a aujourd'hui des gens qui sont derrière les écrans et qui peuvent téléphoner à la police municipale, les alerter, attention, il se passe quelque chose à tel endroit, ou faire de la vidéo-verbalisation d'ailleurs aussi, parce que c'est une autre forme de sécurité. Parce que quand on pense à la sécurité, il y a évidemment ces questions-là, puis aussi des questions de sécurité routière, qui sont évidemment tout aussi importantes. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait de la police municipale. Et en gros, nous, on a demandé, notamment parce que les réunions mensuelles que j'évoque nous permettent de voir quels sont les quartiers sur lesquels il y a plus de risques que d'autres, à ce que l'intervention de la police municipale se fasse principalement là où c'est potentiellement plus risqué. Et je pense notamment, par exemple, à un quartier, le quartier Schmitt, dont on considère aujourd'hui qu'il est celui qui nous soucie le plus sur le territoire chalonnais. C'est un sujet dont on pourrait parler encore évidemment pendant très longtemps. Pendant très longtemps, mais il y a d'autres sujets qui préoccupent les Chalonnais. On l'a évoqué tout à l'heure au début de cet entretien, la santé et l'accès
aux soins. Quelles actions la municipalité a-t-elle menées pour soutenir l'installation de professionnels de santé? Vous nous avez dit tout à l'heure l'installation de 2 nouveaux médecins, notamment. Alors, il y a la bonne nouvelle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui s'est déroulée il y a quelques semaines avec l'installation de 2 nouveaux médecins en centre-ville à Châlons. Et c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, nous manquons de médecins en France. Nous manquons de médecins évidemment aussi à Châlons. Et donc, nous avons la nécessité d'essayer d'en faire venir de nouveau. Alors, ça c'est la bonne nouvelle du moment. Il y a effectivement des choses de plus long terme. Et les choses de plus long terme, c'est notamment la transformation de l'exercice de la médecine. Le modèle traditionnel, vous le connaissez comme moi, c'est un médecin dans un appartement qui reçoit ses patients. Le mode d'exercice de la médecine a changé. Et aujourd'hui, les médecins veulent être à plusieurs dans un centre de santé. Et donc, on y a, depuis une dizaine d'années, développement du centre de santé. Il y a 10 ans, il y avait zéro centre de santé à Châlons, ou équivalent. Ce qu'on appelle les maisons pluridisciplinaires de santé, il y en avait 0. Mais il y en a une à Saint-Martin maintenant, qui marche très bien. Il y en a une en centre-ville de Châlons. Il y a des équivalents à Saint-Mémy, qui sont d'ailleurs en train de s'agrandir. Ils vont prendre des locaux supplémentaires, un appartement de Nov Habitat, pour développer l'activité. Il y a des travaux qui vont se terminer premier semestre 26 pour relocaliser des médecins qui sont positionnés avenue des Alliés, 3 médecins. Mais on va faire des locaux plus grands que pour 3 médecins, pour effectivement accueillir d'autres médecins et penser un peu à la suite. On a un projet, pas encore abouti celui-là par contre, sur la rive gauche, en face du Lidl, grosso modo. J'espère qu'on aura on a des projets d'architectes en cours pour développer un projet d'un centre important médical sur ce coin-là, pour couvrir l'ensemble du territoire de Châlons. Oui, il y avait la Là poste, encore, c'est ça enfin, en face. En D'accord. face. L'ancien terrain dit de la DDE, que la ville a racheté, pour essayer de le reconfigurer, et là en faire également un espace de santé important, avec des médecins, une pharmacie, etc., etc. Donc un centre un peu important. L'idée, c'est vraiment d'essayer de couvrir à peu près tous les quartiers de Châlons. Je rappelle, Saint-Martin, il n'y avait pas, Saint-Mémy, il n'y avait pas, avenue des Alliés, il n'y avait pas, rue de la Marne, il n'y avait pas. Donc on a commencé, pas à couvrir tout Châlons, mais enfin, ça commence à devenir un peu impactant. Et puis, on a les 2 médecins qu'on vient d'évoquer. Et sur le centre de santé de la rive gauche, on va tester, ce qu'on n'avait pas fait pour l'instant, des médecins salariés du CCAS. Vous connaissez peut-être le Centre communal d'action sociale, qui est grosso modo une filiale de la ville de Châlons, qui marche très bien, qui est d'ailleurs un très très gros et très très beau CCAS, qui s'occupe de la petite enfance, des résidences personnes âgées, et qui est la pierre angulaire de l'ensemble des projets que nous développons en matière de santé. Et on va tester ce qu'on appelle des médecins salariés, qui seraient salariés du CCAS, et qu'on installerait dans le centre que j'évoquais, rive gauche, tout à l'heure. Ça, c'est toute la partie dont on a un peu la responsabilité. Je dis un peu, parce que les questions de santé, là encore, c'est principalement la responsabilité de l'État. Puis il y a un deuxième étage dans la fusée santé dont on parle, c'est la restructuration complète de l'hôpital de Châlons. Projet qui avance bien. On a terminé complètement une première phase qui est la restructuration de l'EHPAD pour accueillir les personnes âgées dépendantes qui sont à l'hôpital de Châlons. Donc là, il y a eu une petite trentaine de millions, je ne sais plus si c'est 27 ou 29 qui ont été dépensés sur cette EHPAD. Et puis, il y a la restructuration complète de l'hôpital en tant que tel, qui est un projet pour 66 millions. Alors, sur ce projet-là, il y a souvent, et c'est normal et c'est compréhensible, les gens ont le sentiment que ça ne verra jamais le jour. Ah ouais, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on en parle, bon, ça en est où ce truc-là, encore des promesses qui ne seront pas tenues. Ben, ça avance bien, on a changé complètement le projet avant Covid, après Covid. On a doublé le volume du projet par rapport à ce qu'on avait prévu initialement de faire, pour faire un projet beaucoup plus global de reconstruction de l'hôpital. On a fait le premier tour, parce qu'il faut faire des concours, vous le savez, vous l'avez en tête sur les marchés publics. On a fait le concours d'architectes. Donc les architectes seront désignés d'ici la fin de l'année. Au début de l'année prochaine, j'ai plus la date précise en tête, mais on a fait le premier tour, c'est-à-dire qu'on a sélectionné 3 architectes qui sont en train de faire les dessins
les plans de ce que sera le futur hôpital en question et on désignera évidemment l'hôpital, dont j'assure la présidence du conseil de surveillance, on désignera l'architecte qui fera le nouvel hôpital dans les semaines qui viennent. Donc le projet avance, c'est toujours trop long, toujours trop compliqué. Les gens, quand ils voient à la une de l'Union, ou quand ils voient dans vos questions, il y a un nouvel hôpital, ils le voudraient demain matin. Ils ont raison, sauf que ça met toujours 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans à se faire, parce que c'est très long, très compliqué, que ça dépense beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup de procédures, et c'est normal, mais le projet est en cours et il avance. Et c'est un parallèle qu'on avait pu faire quand on avait parlé d'autres projets dont on reviendra pas évidemment ici, mais on avait fait le parallèle de l'hôpital par rapport au projet du cirque et je vous invite à regarder la série de reportages. Je précise quand même une chose là-dessus parce qu'elle est importante, c'est que là encore, à chacun son boulot. Le boulot, le métier de la ville, c'est pas de construire un hôpital, c'est pas notre boulot. C'est le boulot de l'agence régionale de santé qui dépend de l'État, c'est son boulot. La ville n'a pas à intervenir et à financer ce type de projet. Nous, notre boulot, c'est de travailler sur la vie quotidienne des Chalonnais, pour faire des routes, pour faire des écoles, pour faire les cuires buissonnières, pour essayer de développer le réseau urbain qu'on évoquait. Et puis, c'est de faire des projets aussi pour l'attractivité économique ou touristique du territoire, comme le projet du cirque. Et dans les grandes masses financières qu'on évoque depuis tout à l'heure, on voit que 100 millions pour le projet de centre-ville, pas loin de 100 millions pour le Verbeau, l'hôpital 60 millions. Là, le projet du cirque, c'est une trentaine de millions d'euros d'investissement, dont 10 que portera la ville en tant que telle. Le reste, ce sont des subventions que nous allons chercher à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait absorbable. Et puis, qui va nous ramener des touristes. Et c'est aussi ça qu'on imagine un peu, c'est de se dire, si on arrive à faire un projet culturel d'envergure, ça va nous ramener des touristes et ce sera bon pour l'activité économique du territoire. On va passer sur l'environnement. Alors, on en a déjà parlé, évidemment, puisqu'on a parlé de mobilité douce tout à l'heure. On a parlé de Chalon Connect sur les candélabres. Une question aussi qui revient et que j'ai envie de vous poser. Comment est-ce que Chalon se prépare aux grands défis climatiques à long terme? Alors, c'est évidemment une question essentielle, majeure, qui sera nos occupations principales dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Et il faut distinguer deux choses, me semble-t-il. La première chose, c'est que le changement climatique, il est là. Il est déjà là. On le vit tous les jours, les uns et les autres. Quand il y a 3 semaines, début novembre, il fait 20 degrés à Chalon, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, l'automne, c'est pas 20 degrés à Chalon. C'est pas normal. Donc, et quand vous avez un été qui se prolonge dans le sud de la France à 30 degrés sur les plages du sud de la France, c'est pas normal. Donc le changement climatique, il est là. Et donc le premier sujet, c'est comment on adapte la ville à un changement climatique déjà existant. C'est le premier élément. Ça, le travail que l'on fait principalement, c'est de transformer les espaces urbains. Les villes, par principe, et c'est normal, c'est minéral. C'est le principe même d'une ville. Une ville, c'est minéral. C'est de la pierre, c'est du bitume. Il faut qu'on transforme ça pour que ce soit un peu plus vivable, parce que la pierre et le bitume, ça fait pas bon ménage avec plus de chaleur. Et donc, je vous donne quelques exemples. On a fait ce qu'on appelle les cours buissonnières dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a enlevé une bonne partie des on a tous été à l'école et on se souvient de nos cours d'école. C'est du bitume. On vire le bitume et on met le maximum de verre pour créer des îlots de fraîcheur. On va donc là on a traité 14 écoles comme ça. On va finir évidemment l'ensemble des écoles chalonnaises. Ensuite, il faut qu'on ait beaucoup plus de parcs qui rentrent dans la ville. J'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du projet que nous avons imaginé sur l'îlot des Corallines, donc à la Bidée, que le parc soit un parc qui intègre beaucoup plus, qui rentre beaucoup plus dans le cœur du quartier et qui devienne le cœur du quartier. Le projet qu'on a sur Schmitt, c'est quasiment la même chose. Il y a un parc sur Schmitt. On veut aussi, là encore, qu'il progresse dans la ville et qu'il ait pris plus de place dans la ville pour créer ces îlots de fraîcheur en ville. Et puis, c'est ce qu'on a fait aussi au Verbeau.
ou tous les immeubles qu'on a restructurés, détruits, etc. Bon, on a mis un parc au milieu de l'espace public pour là encore créer des îlots de chaleur. Donc c'est vraiment ça la direction qu'on a voulu prendre avec ce premier point. Je dis premier point parce que je vous ai indiqué qu'il y avait deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est que pour l'instant, on sait qu'on aura du réchauffement climatique. Mais il faut essayer de le limiter. On sait qu'on se prendra 2 degrés. C'est réglé. On se prendra 2 degrés. La question, c'est comment on évite 3, c'est comment on évite 4, puisque tout degré supplémentaire qu'on va prendre va radicalement changer la vie qui est la nôtre. Et pour ça, c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est principalement lutter contre le réchauffement climatique en essayant de faire baisser nos émissions de carbone. C'est le RCU, le réseau de chauffage urbain qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on a évoqué. C'est l'action qui a été menée par Augustin Delavenne pour planter 26 000 arbres. 26 000 arbres, ça crée évidemment des îlots de fraîcheur, mais surtout, l'arbre est en tant que tel un outil pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que par le biais d'un phénomène naturel qui s'appelle la photosynthèse, il capte du carbone qui est dans l'atmosphère pour le séquestrer dans l'arbre. C'est le principe même de la photosynthèse. Et donc, plus vous allez développer des arbres, plus effectivement vous allez capter du carbone. Et si au plan mondial, on essaie de protéger les grandes forêts, que sont celles d'Amazonie, que sont celles du bassin du Congo, si on veut protéger ces grandes forêts sur le plan international, c'est justement pour continuer à ce qu'elles séquestrent du carbone. On arrive presque à la fin, et ça fait déjà 1h30 que l'on échange sur des sujets qui, on le voit par rapport aux commentaires et encore tous les petits post-it qui sont ici, suscitent des réactions chez nos abonnés. Comment est-ce que la ville, si on parle de vie culturelle et associative, comment est-ce que la ville soutient les associations et les structures éducatives? Alors, on a sur Châlons une chance extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup d'associations. Et on vous dira pas le contraire. Et les associations, vous en êtes une, même si vous n'êtes pas tout à fait dans le registre que je vais évoquer par la suite, les associations ont un rôle essentiel, c'est qu'elles participent avec l'éducation nationale, avec les parents eux-mêmes bien sûr, à structurer les enfants, à encadrer les enfants. J'étais cet après-midi dans plusieurs manifestations sportives, et j'étais par exemple à Fanières, où il y a le club alpin français qui a développé une nouvelle salle, très belle d'ailleurs, où il y a beaucoup de monde. Vous aviez 150 ou 200 gamins qui étaient en train de faire de l'escalade. Voilà. Et donc il faut qu'on accompagne les associations qui encadrent quelque part les jeunes. Et donc c'est ce qu'on fait évidemment. Et dans toutes les décisions que nous avons prises ces 10 dernières années, notamment comme on l'évoquait tout à l'heure pour baisser nos dépenses de fonctionnement, on a toujours veillé à ne jamais toucher les associations. Et donc on baisse plein de dépenses de fonctionnement du quotidien, mais jamais les subventions aux associations sportives ou culturelles, parce qu'on mesure qu'elles ont un rôle déterminant pour encadrer la jeunesse, occuper la jeunesse, amuser la jeunesse, pas que la jeunesse d'ailleurs, mais notamment évidemment les plus jeunes. Donc voilà. Donc on a toujours fait attention à ce que ces associations ne voient pas leurs subventions baisser et qu'elles aient des équipements à leur disposition qui soient de meilleure qualité possible. Et on essaie toujours d'en développer des nouvelles. On a pour le sport créé le bike park. On a fait plein d'éléments de fitness dans la ville. On a rénové, on a mis une dizaine de millions d'euros, on parle toujours de sous, mais ça compte un peu quand même, une dizaine de millions d'euros sur l'ensemble des équipements sportifs de la ville ces dernières années. Et donc on a un accompagnement pour notamment les associations sportives qui est forte, mais également pour les associations culturelles ou pour l'encadrement culturel. Des travaux sont en cours, par exemple, au conservatoire, pour accueillir, pour leur donner de meilleurs outils, parce que c'est pas une association, c'est quelque chose qui est une régie de la ville, une filiale de la ville, si vous voulez, mais qui accueille quand même 600 adhérents, donc c'est un gros mastodon, et qui permet aux jeunes et aux moins jeunes
de faire de la musique. Donc on a, voilà, aussi bien sur le champ culturel que sur le champ sportif, un tissu associatif canon, des gens très engagés, très volontaires, et on a une priorité, c'est il faut qu'on continue à les aider, et jamais on a dépensé, on a baissé les dépenses allouées aux associations. J'aimerais que l'on puisse parler aussi d'inclusion et ça va faire écho à la question de Jessica que vous évoquiez et tout à l'heure, de ouais, David et Richard Tout à fait. qu'on évoquait tout à l'heure puisqu'il a fait partie des premiers qui ont posé cette question-là. Jessica déjà nous dit que l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à Châlons est insuffisante. Elle nous parle notamment des stationnements sauvages ou des feux piétons sonores qui sont insuffisants. Alors, il y a un changement fondamental qui s'est opéré en 2005 en France, avec une loi voulue par le président Jacques Chirac, sur effectivement changer totalement la perception et la place des personnes en situation de handicap en ville. C'est pas Borloo, je pense qu'il l'a porté. L'égalité des chances. Non, c'est encore autre chose. Mais en gros, c'était voilà un grand plan handicap porté par le président Chirac, qui en avait fait vraiment quelque chose de très puissant, qui a donné cette loi de 2005. Et qui nous a obligés, et c'est mieux à plein de choses, et notamment à rendre accessible le maximum d'équipements publics, pour une raison très simple, c'est que si effectivement je peux pas me déplacer dans la rue, je peux rien faire. Et donc c'est l'adaptation. Je suis pas citoyen. Et je suis pas citoyen. Et donc c'est l'adaptation des trottoirs, c'est l'adaptation des quais de bus pour que la personne en situation de handicap ait une hauteur suffisante pour pouvoir rentrer dans le bus, c'est etc., etc., etc. On a encore plein de choses à faire. Et à chaque fois, évidemment, qu'on retape un bâtiment, qu'on retape une rue, qu'on refait une rue, qu'on refait un bâtiment, évidemment, on l'adapte aux personnes en situation de handicap. C'est un travail très long, parce qu'évidemment, on refait pas tous les ans tous les bâtiments de la ville. On gère grosso modo 200 000 mètres carrés. Et donc, ça va nous prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à refaire l'ensemble de ces bâtiments-là et à tous les adapter. Alors, on a adapté les principaux. Par exemple, évidemment, là où nous nous trouvons, ça va de soi, l'hôtel de ville. La plupart de nos bâtiments sont accessibles, pas tous. Et donc, ça va encore nous prendre une dizaine ou une quinzaine d'années. 100% de nos rues sont aujourd'hui accessibles. 100% des bus sont accessibles. Il va rester évidemment tel ou tel lieu qui ne le sera pas. Et donc, voilà, moi je suis tout à fait évidemment à disposition des uns et des autres pour essayer d'identifier les gros points noirs qui restent pour les traiter le plus rapidement possible. Et alors du coup, je suis intimement convaincu que M. David Richard n'hésitera pas à revenir vers vous puisque c'est le commentaire dont on parlait tout à l'heure qui nous dit à quand des bâtiments pour les associations avec des accès. Typiquement, PME. il y a effectivement un certain nombre de bâtiments associatifs qui sont pas encore accessibles, qui sont des bâtiments qui nécessitent des gros travaux. On peut penser par exemple au complexe Gérard Philippe, qui n'est pas accessible effectivement aux personnes en situation de handicap. Ça fait partie effectivement, c'est des investissements qui ne sont pas datés à ce jour. Il faudra refaire ces bâtiments, ou il faudra penser peut-être le fonctionnement associé de façon un peu différente. Et on a quelques idées en la matière et quelques projets en la matière. C'est un peu trop tôt encore pour en parler, mais il y a effectivement j'aime pas dire il y a un travail à faire, puisqu'il y a un côté pipeau, violon, yaka faucon, etc., qui est pas pertinent, qui est pas intéressant, mais voilà, on a là encore, je le répète, quelques trous, notamment un certain nombre de bâtiments associatifs à mettre en accessibilité. Ce sera fait, mais pas tout de suite. On arrive presque au terme de cette entrevue. On a Madame Catherine Dauphel qui pose la question de savoir ce qui va advenir des vitrines inoccupées Place Foch. On y a répondu tout à l'heure. Qui sont là, effectivement, celles qui sont juste en on face y a de répondu nous. effectivement. On y a répondu tout à l'heure. Peut-être qu'elle a pris le live en cours. Donc en tout cas, la mairie a acheté ces bâtiments et pour l'instant une réflexion est menée sur la réhabilitation. Alors c'est pas une réflexion parce qu'on a des projets très concrets. En gros, on a une place carrée, on a les 5 immeubles qu'on a rachetés, on veut remettre des commerces en rez-de-chaussée et de l'habitat au-dessus. Pour l'instant, tout est vide. Et puis parce que cette place est classée et surtout parce que en gros l'épaisseur du bâtiment est très faible entre la place et l'église. On a 3,80 m si mes souvenirs sont bons, donc ce qui est pas très large pour mettre une surface commerciale et notamment pour mettre de la restauration. Et donc, on va faire une extension sur la place Foch.
pour qu'effectivement, on ait suffisamment de largeur pour qu'un commerce puisse s'installer et vivre. Aujourd'hui, ce projet-là nous paraît trop coûteux en prix au mètre carré. La somme en tant que telle n'est pas faramineuse parce que c'est 2 millions d'euros si je dis pas de bêtises, donc c'est une somme importante, mais enfin qui est très largement accessible au budget de la ville. Enfin, quand vous regardez le prix au mètre carré, ça sort un prix à 6 000 euros du mètre carré, c'est beaucoup trop cher en travaux. Donc on est en train d'essayer de repenser le projet pour faire quelque chose de moins coûteux, parce qu'il faut faire attention aux finances de la ville. Merci d'avoir réaffirmé ce que vous nous avez dit tout à l'heure. On va terminer sur ce dernier point qui concerne la relation avec les habitants et notamment sur les démarches de participation citoyenne mises en place sur la ville. Est-ce que ces démarches ont évolué? Je pense notamment aux réunions de quartier dont on a déjà évoqué la mise en place. Alors, on a fait évoluer les relations, les réunions de quartier. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un certain nombre d'années, on avait tous les 3 mois 12 réunions de quartier. On avait découpé la ville en 12 et on faisait tous les 3 mois 12 réunions en même temps. Et on avait un taux de fréquentation de ces réunions qui était assez limité, on va dire. Bon. Là, on a changé de registre. On fait des réunions plus importantes sur des quartiers plus importantes avec une diffusion en direct, une possibilité, comme vous le faites là, que les uns et les autres qui regardent ces réunions de quartier puissent nous interpeller. Donc il y a un peu plus de monde. C'est pas encore totalement satisfaisant, mais il y a un peu plus de monde. Ça, c'est le premier axe important de la participation citoyenne. Ensuite, il y a évidemment des choses du quotidien, plus importantes peut-être, qui sont quand on refait une rue, quand on refait une place, on consulte évidemment tous ceux qui vivent autour de cette rue, autour de cette place. Ou quand vous faites des opérations urbaines plus complexes encore, l'Amidé, le Verbeau, tous ces grands chantiers-là, on le fait évidemment en concertation avec des habitants. Il nous arrive même de désigner un certain nombre d'habitants pour plusieurs semaines de travail avec nous, pour que là encore, on prenne le pouls de la réalité de la vie du quartier. Donc c'est vraiment les 2 angles principaux pour la participation citoyenne. Là où j'ai effectivement une vraie différence avec certains, c'est que se développe dans beaucoup de villes une espèce de principe de codécision, de budget participatif. Et moi, je suis pas favorable à ça. J'y suis pas favorable pour une raison très simple, c'est que la principale participation citoyenne, ça a un nom, ça s'appelle l'élection municipale. Certes, ça se déroule que sur un nombre d'années relativement court. C'est pas tous les 6 mois qu'on fait une élection municipale. Heureusement, le mandat est un tout petit peu plus long que ça. Il dure 6 ans. Mais c'est ça la vraie participation citoyenne. La vraie participation citoyenne, c'est venez aux élections, inscrivez-vous sur les listes électorales, venez voter aux élections municipales. Et là, c'est un principe démocratique. Tout le monde vient, fait son choix pour les 6 ans qui viennent. Quand ensuite on m'explique que le budget, finalement, il doit être décidé tous les ans par nos concitoyens, je ne sais plus vraiment à quoi sert l'élection municipale. Si ceux qui dirigent la ville se disent en gros, moi, j'ai pas de projet, je sais pas ce que je vais faire, et c'est les citoyens qui vont voter tous les 6 mois, tous les ans pour tel ou tel projet, pour tel ou tel budget. Non. Quand on est, me semble-t-il, désigné par ses concitoyens pour diriger la ville et son budget, c'est parce qu'on a des projets, c'est parce qu'on a des idées, qu'on veut les mener jusqu'au bout et qu'on veut les mener sur le long terme. Et donc, la participation des citoyens est indispensable quand on fait un projet de quartier. Quand vous transformez une rue, une place, un espace public, un quartier, vous pouvez pas le faire sans les citoyens. Parce que c'est eux qui le vivent. Donc ils vont vous apprendre plein de choses de leur expérience de vie quotidienne que vous ne connaissez pas parce que vous n'habitez pas le quartier en question. C'est indispensable de ce point de vue-là. Qu'on essaie de récupérer le pouls de nos concitoyens via les conseils de quartier qu'on évoque, oui. Ensuite, passer dans une espèce de cogestion avec les habitants, ça me paraît assez contraire à l'esprit même de la démocratie française. Alors justement, par rapport à ce qu'expriment les Chalonnais, est-ce qu'il y a une attente toute particulière que les Chalonnais ont pu exprimer, ont pu vous partager, qui a particulièrement retenu votre attention cette année? Alors cette année, j'ai pas forcément d'exemple en tête, sur cette mandature. Bien sûr.
Et là encore, moi je pense que le plus important, quand vous refaites une rue, ou la circulation autour d'une rue que vous voulez refaire. J'ai un souvenir, il y a pas très longtemps, autour d'une école chalonnaise, où on imaginait de remettre le sens interdit comme ça et comme ça. Et puis effectivement, quand vous consultez les gens, ils vous disent c'est n'importe quoi, je pourrais pas sortir de chez moi, ou le sens interdit va me faire un tour de 3 km pour pouvoir, ou ça va être plus dangereux, moins dangereux, parce que ils ont l'expérience du quotidien de conduire dans telle rue ou dans telle rue, et ils savent comment les gens vivent ça. Quand nous on le fait de façon professionnelle dans nos services, on le fait de façon souvent un peu théorique, et c'est indispensable, et nos collaborateurs bossent bien, mais c'est vrai que c'est sur des plans. Et donc on a le devoir, et c'est indispensable, de se confronter avec le réel, de confronter la vision théorique, qui est celle de nos équipes administratives, et puis la vision de ceux qui habitent sur le terrain. Et c'est à mon avis ces transformations-là qui sont, me semble-t-il, les plus utiles. Il y a, et ça va être ma dernière question sur la Ça fait relation 18 fois par que vous rapport aux nous dites habitants. que Non, c'est je la vous dis que dernière ça question, fait partie des dernières. Là, c'est la dernière question, en tout cas, qui a été préparée. Après, on a encore deux petits sujets par les Chalonnais. C'est la dernière question Non, sur mais- ce sujet-là, et ensuite il y a encore d'autres questions sur d'autres sujets. Je ne peux pas faire l'impasse sur des propos qui reviennent quand on interroge les Chalonnais, pardon. Certains regrettent finalement que vous n'êtes pas présent Bien sûr, pleinement bien sûr. sur Chalon. On l'a eu dans les commentaires, C'est vrai. et c'est quelque chose qui revient quand on parle de ces choses-là. J'ai cru comprendre qu'on me qu'est-ce- surnommait même VSD. Vous connaissez Vendredi, VSD? samedi, dimanche. VSD, c'était un magazine qui existait, qui s'appelait VSD pour vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et que c'était mon surnom. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez et est-ce que pour être maire, cela implique d'être présent pleinement sur la ville ou à l'inverse, c'est quelque chose qui peut être fait différemment. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez vous exprimer sur ce C'est point. une question qui est assez difficile et sur lesquelles on peut avoir plein d'avis légitimes. Il y a plein de gens qui nous disent qu'il faut que les élus locaux ne soient pas des professionnels de la politique. Ça veut dire qu'ils aient un autre métier. Bah, s'ils ont un autre métier, c'est qu'ils font autre chose que de S'ils passer... font autre chose, ben voilà. Et donc ils sont absents. Parce qu'effectivement, si je bosse de 8h du matin ou 9h du matin, peu importe, à 18h, eh ben, je fais pas mon boulot de maire. Alors que ce soit à Paris ou à Chalon, peu importe. Mais si je suis au boulot, eh ben, je fais pas mon boulot de maire. Et donc, on a cette espèce de contradiction où en même temps, on voudrait des maires qui soient full-time job, comme on dit, mais en même temps, on n'aime pas les professionnels de la politique et les gens qui font que ça. Et quand vous êtes un professionnel de la politique, quelque part, on vous accuse, à juste titre, de ne pas être dans la vraie vie, de ne pas partager la vie des concitoyens, de ne pas travailler et de vivre et donc d'être dépendant financièrement de la politique, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Puis de l'autre côté, quand vous avez effectivement un métier d'un côté et une activité municipale de l'autre, de maire de l'autre, ben on vous dit « Ah ben vous n'êtes pas tout le temps là ». Donc il y a une forme de contradiction dans ces différents propos. Je ne sais pas quelle est la bonne formule. Ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, on sera critiqué. C'est de bonne guerre. On est là aussi pour ça. Qu'on soit un professionnel de la politique ou pas. J'ai fait les deux exercices. J'ai été un professionnel de la politique où je vivais de ça, où c'était mon métier quelque part de vivre de la politique et je gagnais ma vie, me permettant de payer mon loyer ou ma bouffe par la politique. Et j'étais souvent critiqué pour ça. Aujourd'hui, j'ai une activité qui me rend indépendant financièrement de la vie municipale et ça donne une vraie liberté par rapport à ça et c'est vachement utile et vachement important aussi. Et à ce moment-là, on me critique, sûrement aussi à juste titre, pour être dans le VSD que vous évoquiez. Peut-être que le meilleur juge de paix, c'est juste un truc très simple. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai une activité professionnelle à côté de mon activité municipale. Ben, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que ça a changé la ville ou pas? Est-ce que la ville est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 10 ans? Est-ce que la vie des Chalonnaises et des Chalonnais s'est améliorée? Bref, est-ce qu'on a pu transformer la ville, les uns et les autres, toute l'équipe municipale, alors que
comme vous l'évoquiez, il y a cette question autour du VSD qui peut se poser. Les Chalonnais apprécient ou pas. En tout cas, vous renvoyez vers les faits et un bilan. En fait, moi, ce que je leur dis, c'est en gros, essayons d'avoir cette cohérence. Est-ce qu'on veut des professionnels de la politique? Des gens qui, de 8h du matin, le lundi au dimanche soir, font que de la politique. Qui sont payés exclusivement à faire de la politique. Je le critique pas, je l'ai été, mais qui sont payés exclusivement à faire de la politique. Ça me paraît assez légitime pour les élus nationaux. Pour les élus locaux, je suis moins convaincu qu'il faille être un professionnel de la politique. Et je pense qu'avoir un vrai métier à côté est utile. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Ça ne marche pas. On ne peut pas refuser les professionnels de la politique, mais voir des gens qui sont là à plein temps, ça ne marche pas. Et puis surtout, est-ce que la ville change? Est-ce que des projets sont réalisés? Est-ce que les quartiers du Verbeau, de Schmitt ou de la vallée Saint-Pierre changent? Est-ce que le centre-ville est plus attractif ou pas? Est-ce qu'on pense à ce qui va se passer dans 15 ans et pour transformer l'environnement de Châlons? Enfin, est-ce que tout ça évolue ou pas? Si la réponse est oui, c'est que le VSD est peut-être pas si mal que ça. Si la réponse est non, peut-être que c'est pas bien. On parlait tout à l'heure, et c'est la question de Richard Crécy, on parlait tout à l'heure du CRSD qui a permis l'implantation de différentes entreprises. On parlait de Siliceo. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, et je suis convaincu que vous allez me rectifier si c'est le cas, que ça a permis aussi l'implantation, ça a favorisé l'implantation de l'entreprise Macaon. Et on a Richard qui nous dit que ça fait malheureusement 7 ans, effectivement, que les riverains subissent des nuisances olfactives avec des difficultés notamment d'aérer leur logement ou d'être dehors, y compris en période de canicule. Et regrette, alors ce sont les propos de Richard, regrette que la mairie et la préfecture, mais on est ici à la mairie, ne fassent rien. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur Crécy? Alors, première réponse là encore à Monsieur Crécy, qui ne sera pas content de ma réponse, c'est qu'on est là aussi dans une forme de contradiction. Moi, quand j'allume la télé le matin, la radio le matin, la télé le soir, c'est plutôt dans cet ordre-là, j'entends partout, et c'est juste, qu'il faut impérativement réindustrialiser la France. Et réindustrialiser la France, c'est de poser des usines quelque part. Et les usines qu'on pose quelque part, vous ne pouvez pas les poser au milieu des champs, à 30 km de Châlons. Et donc, vous devez les mettre dans la ville. Vous devez les mettre dans la ville, les usines en question. Et donc, effectivement, quand vous mettez une usine quelque part, vous créez mécaniquement une nuisance. Parce qu'une activité industrielle, ça va toujours générer une forme de nuisance ou un autre. Dans certains cas, c'est des camions qui vont passer en grand nombre. Dans d'autres cas, c'est. Et donc, on a cette forme de contradiction assez légitime entre ce que pense votre abonné, parce qu'il vit, lui, au quotidien, la présence de l'usine à côté de lui. Et en gros, lui, il se dit, moi, la présence de l'usine pour ma vie quotidienne, c'est pas bien. Parce qu'effectivement, ça fait des nuisances, et il a raison de son point de vue. Et puis de l'autre côté, l'usine en question, ça doit être aujourd'hui 60 ou 80 salariés. C'est de l'industrie. C'est en plus une industrie qui est plutôt intéressante parce qu'elle retraite des déchets plastiques, donc c'est bon pour l'environnement. Donc cette usine a une activité intéressante, et puis c'est de l'activité industrielle. Et là encore, on a, et c'est souvent le cas, des contradictions, deux points de vue qui sont légitimes. Et c'est ça qui est compliqué à traiter et qui s'oppose. Quand vous en avez un qui a tort et un qui a raison, c'est assez facile de trancher. Mais quand les deux ont raison. Quand les deux ont un point de vue qui s'écoute, qui est intelligent, qui est normal, vous êtes gentils les gars, moi je veux une vie normale et j'ai envie de pouvoir ouvrir mes fenêtres pour aérer ou je veux pouvoir profiter de mon jardin, il a raison. Mais quand l'autre, vous avez 60, 80 salariés qui bossent dans une usine, ils ont aussi envie de garder leur emploi. Voilà. Donc on a ces contradictions à gérer. C'est ce qui fait d'ailleurs la complexité de nos boulots, et ce qui fait aussi l'intérêt de nos activités municipales, de gérer ces contradictions entre deux points de vue qui s'opposent, mais deux points de vue, je me répète, qui sont légitimes. Alors en l'occurrence, là c'est plutôt un traitement préfecture qui s'occupe du dossier Macaon, parce que toutes les normes environnementales, les normes de construction, etc., sont gérées par l'État. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits autour de cette industrie-là.
qui a changé un certain nombre de process, qui a essayé d'étanchéifier au maximum son bâtiment. Mais je rappelle que c'est la reprise d'un ancien bâtiment qui était l'Air Liquide, si je dis pas de bêtises, dans son temps, qui était parti de Châlons et qu'on a réimplanté une activité économique dans ce cadre-là. Donc c'est une bonne chose que d'avoir cette usine sur Châlons. Ils ont d'ailleurs un projet d'extension sur une autre zone, à un autre endroit, pour un deuxième process industriel qui nous permettra, là encore, de développer de l'emploi industriel sur Châlons, ce qui est une bonne chose pour le territoire. Donc il y a eu des efforts, mais ces efforts seront jamais suffisants pour celui qui habite juste à côté. Et donc, malheureusement, je ne sais pas lui répondre qu'on va régler définitivement son problème. Parce que c'est une activité industrielle, qu'une activité industrielle, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle a toujours des éléments négatifs, et que on ne peut pas dire à toutes les industries quittez les zones habitées, quittez les villes, allez à 30 ou 40 bornes pour vous installer, parce qu'en même temps il faut qu'on préserve les ressources naturelles à la campagne, parce que ce serait pas très sain moralement de dire ailleurs, bon, à la campagne c'est pas bien grave si on pollue. Donc c'est cette vie, cet équilibre qu'on doit trouver entre les uns et les autres. Malheureusement, je ne saurais jamais répondre pleinement à sa demande. En tout cas, merci d'avoir entendu. Je vous en prie. Sa question. Adrien, on parlait tout à l'heure de l'îlot. Est-ce que tu as pu voir dans les commentaires ce que nous disent les Chalonnais de cet îlot? Oula, le temps 18h56, ça fait 1h56 que nous parlons. Le temps que et il daigne maintenant passer la parole à Adriana. Monsieur le journaliste, c'est trop Ne bon. dites pas ça. Monsieur le journaliste, c'est trop Je bon. ne suis pas C'est journaliste, une vous le moquerie, savez c'est bien. une moquerie On gratuite. assez souvent par C'est rapport une à moquerie gratuite. Non, il n'y a pas eu de commentaire spécifique. Eh ben, merci beaucoup, Adriana. L'année prochaine, tu feras le bilan de fin d'année avec Monsieur Apparu et tu me laisseras la parole aux toutes dernières minutes. Voilà. On inversera les rôles. Monsieur Apparu, merci d'avoir répondu. Merci Je à vous vous. laisse le mot de la fin. Je vous pose pas les questions, les perspectives pour 2026, puisque évidemment le calendrier ne s'y prête pas. Et pour une fois, je ne vous poserai pas cette question-là. Comme Mais en je plus vous laisse. vous auriez eu la même réponse. Et c'est pour ça que je ne vous la pose pas. Mais je vous laisse en tout cas conclure. Merci à vous. En fin d'année, et la fin d'année, c'est évidemment le moment des vœux. Donc on aura l'occasion évidemment d'y revenir, mais voilà, peut-être un message un peu général. Nous, avec toute l'équipe municipale, avec l'ensemble des fonctionnaires, on essaie les uns et les autres de travailler au quotidien pour les Chalonnaises et pour les Chalonnais, pour améliorer leur qualité de vie au quotidien, mais aussi pour essayer de se projeter, parce qu'il y a la qualité de vie la vôtre, et puis il y a votre qualité de vie dans 20 ans, quand vous serez un peu plus âgé, que votre barbe sera encore plus blanche qu'aujourd'hui, quand Adriana, qui est une jeune fille aujourd'hui, sera une maman accomplie dans 20 ans, il faut aussi qu'on pense aux deux. Il faut qu'on pense à votre vie au quotidien, mais il faut qu'on pense aussi à ce qui va se passer dans une vingtaine d'années. Et donc voilà, on a vraiment à cœur de travailler ça. C'est pour ça qu'on est élu, qu'on se mobilise, qu'on se fait engueuler, qu'on a plein de plaisir. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ça qui nous motive pour essayer de transformer un peu la vie des gens, la rendre plus belle, plus heureuse. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait tout le sel, tout le plaisir qu'on peut trouver dans ces activités municipales. Merci, Monsieur Merci Apparu, à vous. de cet échange. Merci à vos équipes de nous avoir permis de faire ce bilan. Et puis, merci évidemment à vous, Chalonnais, Chalonnaises. Et en tout cas, celles et ceux qui auront regardé ce live, merci de votre confiance et de votre fidélité. Monsieur Apparu, à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée.